d'abord de remercier M. Atman Ferdows, ministre en charge de l'investissement, qui nous a honorés de sa présence. De remercier également Si Mohamed Hourani, président de HPS, qui, à chaque fois que nous lui demandons, il vient partager avec nous sa belle et riche expérience. Vous remerciez tous d'être présents. Et sans tarder, car le menu de la journée est très copieux, je cède la parole à mon collègue Nabil Hilali, professeur de management de l'innovation à ESCA École de Management, pour animer cette belle édition et vous souhaiter une excellente journée. Merci. À l'investissement, donc charge de l'économie donc numérique, donc qui a accepté, voilà, donc gentiment de venir partager donc avec nous donc son point de vue sur ce que c'est que l'open innovation, sur ce que c'est que l'innovation. Et je l'apprécie particulièrement parce qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il explique ce que le mot ministre veut dire étymologiquement. Mais je ne vous dirai pas ce que c'est étymologiquement, que je vais lui laisser le soin de le dire parce que c'est très important. Et je voudrais encore une fois du fond du cœur le remercier. Merci à M. Hourani, PDG d'HPS. Voilà, on enseigne ici dans cette école votre cas, okay, vous êtes la preuve vivante que l'American Dream peut aussi devenir le Moroccan Dream. Okay, pourquoi? Parce que voilà, quand on monte une entreprise dans les nouvelles technologies à partir d'un petit appartement, donc ailleurs ils font des garages, je ne sais pas, et que à la fin, bien sûr, ça devient une multinationale, bien sûr, présente donc dans le monde entier. Merci à tous les panélistes, voilà, qui ont accepté, voilà, gentiment d'être parmi nous. Je vais les présenter tout à l'heure un par un. Sans eux, bien sûr, cette journée donc n'est pas possible. Merci aussi donc à la vie étudiante. Ok, donc les étudiants se sont mobilisés. Donc à côté, ils vont passer ce qu'on appelle un challenge day. Voilà, ils ont essayé de trouver donc des choses très très pertinentes, très intéressantes, qui nous présenteront à la fin de la journée. Alors, juste un petit mot, vous entendez souvent parler donc d'innovation, d'open innovation. Bien sûr, le rôle de l'académique, le rôle d'une école de management, c'est se poser, c'est poser des questions, dire qu'est-ce qui se passe à un moment donc précis. Je voudrais juste, voilà, juste cadrer donc le sujet et expliquer donc bien sûr pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Alors, c'est un sujet donc nouveau. C'est un sujet nouveau au Maroc. Alors, pour comprendre ce que cela veut dire, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, les organisations fonctionnaient avec le modèle du closed innovation. Okay, c'est-à-dire que nous avons des research projects qui vont dans le développement, qui vont après finissent donc sur un marché. L'open innovation casse un petit peu le moule, ce sont les petits traits rouges. Et là, on reste sur le current market et on découvre donc du new market. Okay, et donc ce modèle est en train de s'imposer un petit peu à travers donc, le monde. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de voir, on s'est posé la question, est-ce qu'il est possible de parler d'open innovation au Maroc? Et la réponse était oui. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais faire un seul panel. Puis il y avait suffisamment d'acteurs pour faire un deuxième panel. Puis suffisamment d'acteurs pour faire un troisième panel. Et enfin, suffisamment d'acteurs pour faire un quatrième panel. J'aurais pu continuer comme ça. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que nous avons l'écosystème qui parle donc d'open innovation. Alors, en deux mots, l'open innovation, c'est quoi? Ce sont des acteurs externes qui, dans le processus d'innovation, donc cette idée-là, de la poser tout simplement sous toutes ses formes. On va parler des ressources, on va parler des perspectives futures tout au long de la journée. Donc, et bien sûr, cet événement, c'est une première donc, édition. L'idée, c'est toujours de questionner, bien sûr, donc, les concepts dans lesquels on plonge, donc, comment dire, pieds et poings donc, liés pour donc, les faire parler. Okay, donc voilà, donc c'est mon petit mot, voilà, donc d'ouverture, voilà, donc sur le sujet, et j'appelle tout de suite Monsieur Otman Ferdows, donc secrétaire d'État chargé de l'investissement. Monsieur Otman Ferdows, sous vos applaudissements. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, l'open innovation, d'abord je vous remercie pour l'invitation.
Je voulais vous dire que l'Open Innovation, c'est un sujet que vous pouvez comprendre quand vous imaginez que quand vous allez faire de la recherche et développement, ce qui est important pour vous, c'est l'effet de surprise. Les nouvelles choses que vous allez imaginer en privé, vous voulez que vos concurrents ne soient pas au courant, vous voulez avoir un effet de surprise quand vous arrivez sur le marché, c'est important. Et donc, naturellement, le premier réflexe quand vous faites de l'innovation et de la recherche et du développement, vous le faites dans un garage, dans une cave, dans un sous-sol, quelque part où personne ne verra ce que vous faites, de façon à garder votre élément de surprise le jour où vous utiliserez cette innovation. Et là, on bascule vers un monde où c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Depuis la révolution de l'information, vous savez que le savoir, c'est un bien qui est assez paradoxal du point de vue économique. Le savoir, c'est un bien qui, quand vous le partagez, il augmente en valeur. Alors que autre chose, dès que vous le partagez, ben vous en avez moins, vous avez moins de valeur. Et donc, plus vous partagez ce savoir, plus ça a de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est le schéma qu'a montré Nabil tout à l'heure. C'est que si vous sortez de votre logique verticale d'innovation en secret, en catimini, pour avoir l'effet de surprise, vous êtes obligé de partager avec d'autres. Et en fait, ce qui se passe quand vous travaillez en réseau, c'est que vous avez ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire que vous commencez à trouver des choses que vous ne cherchiez pas au départ. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites sur ce type-là, des gens dans un laboratoire qui ont fait tomber des fioles ou qui ont fait une erreur de calcul et qui finissent par trouver quelque chose qu'ils ne cherchaient pas au départ. Et donc, pourquoi est-ce que l'Open Innovation c'est important au Maroc? Parce qu'au Maroc, on est encore un peu dans une logique ancienne on fait les choses en catimini. Alors on a essayé de sortir de cette logique-là. Par exemple, il y a la fondation Masser à Rabat, qui est une fondation, on a essayé de mutualiser les équipements pour la recherche, la matière grise, les chercheurs, les doctorants, etc. Et on essaie de les faire travailler pour plusieurs clients en même temps. Ça reste quand même difficile à faire dans le mindset marocain. Pourquoi? Parce que ce qui manque, ce n'est pas tant l'innovation que l'entrepreneuriat. Et donc moi, ce qui m'intéresse en fait pour vous tous aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous allez passer de cette logique de peut-être vous projeter dans le salariat qualifié et passer de cette logique-là à une logique d'entrepreneur. Et là, il faut que vous sachiez que, ça peut-être personne ne va vous le dire, mais il faut que vous sachiez que vous avez deux fenêtres de tir. Il y a la fenêtre de tir de maintenant, entre le moment où vous allez sortir de l'ESCA, et grosso modo, le moment où vous allez fonder une famille, en gros. Ça, c'est la première fenêtre de tir pour entreprendre, prendre des risques, faire de l'innovation, travailler avec des gens avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et après, ça se ferme, parce que vous allez avoir des embêtements, des problèmes, des trucs. La famille, c'est quasiment une PME, donc vous allez avoir suffisamment de chats à fouetter. Et ça commence à partir de 27 ans, 35 ans. De 35 jusqu'à... je sais pas, je dirais 40, 45. Moi, j'ai 40 ans, donc... Et il paraît que le meilleur âge pour refonder, repartir dans une aventure entrepreneuriale, c'est à partir de 40 ans. Donc voilà, moi, j'ai pas perdu espoir et vous non plus. Donc, je vous souhaite un bon travail, une bonne réflexion. N'hésitez pas à poser les questions qui fâchent. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas au Maroc? Pourquoi est-ce qu'on a l'entrepreneuriat est si difficile au Maroc? Vous savez que l'entrepreneuriat, c'est quasiment une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre votre famille qui va vous dire mais non, c'est risqué, etc. Déclaration de guerre contre le banquier qui va même pas vouloir vous recevoir pour envisager votre projet. Déclaration de guerre contre l'État, le fisc, tout le monde. Donc il faut suffisamment de naïveté et il faut... Ouais, c'est ça, il faut de la naïveté pour y aller. Et je pense que vous en avez. Vous avez un gisement de naïveté important, donc il faut pas hésiter. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée de travail. Comment je fais avancer? Utiliser ça. Rahman Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, j'ai le plaisir et l'honneur de partager avec vous aujourd'hui notre expérience en matière d'innovation de manière générale et en particulier en matière d'innovation ouverte, ou Open Innovation. Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que déjà le fait que ce que je vais vous présenter, vous allez le voir tout à l'heure, est considéré, s'il fait de l'innovation, elle est sur la bonne voie.
Et c'est exactement la même argumentation que nous utilisons avec nos clients pour les convaincre que HPS fait de l'innovation dans les règles de l'art. Donc, ce qui était caché avant devient maintenant un argument à afficher pratiquement publiquement. Peut-être avant de parler de HPS, l'expérience d'HPS, permettez-moi de rappeler l'environnement dans lequel travaille HPS. Donc HPS est une société de technologie qui agit dans le marché du paiement ou dans l'industrie du paiement. C'est une véritable industrie, ce qu'on appelle en français la monétique. Et aujourd'hui, comme tous les autres secteurs de l'économie, ce marché-là est en train de subir beaucoup de transformations sous l'effet d'abord du digital, on va le voir tout à l'heure, et sous l'effet aussi de la globalisation de l'économie. Deux phénomènes qui transforment, je dirais, de manière profonde pratiquement tous les secteurs, et en particulier le secteur du paiement, parce que c'est un secteur précurseur depuis toujours à l'utilisation de la technologie. Alors, ce qui se passe dans notre secteur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons une tendance vers la disparition du cash. Ça se confirme. Quelques chiffres. Aujourd'hui, il existe plus de 20 milliards de cartes dans le monde. 20 milliards de cartes dans le monde. C'est énorme. C'est-à-dire une moyenne de 3 et quelques, 3,5, 4 à peu près, cartes par personne en moyenne. Les cartes les plus importantes, disons en termes de volume, c'est les cartes privatives, qui n'ont pas de label particulier. Ensuite viennent la carte chinoise, UnionPay, avec 6 milliards et demi, à peu près 7 milliards de cartes. Donc il dépasse largement Visa, qui a toujours été le premier. Visa arrive en troisième place, avec 3 milliards et demi à peu près, c'est la moitié des Chinois. Et derrière, il y a Mastercard avec la moitié encore de Visa, à peu près 1 milliard 700, 1 milliard 800 millions de cartes. Donc les cartes ne sont pas encore mortes, surtout qu'on prévoit dans les 5 prochaines années, parce qu'on dépasse les 26 milliards d'ici 5 ans. Donc les cartes sont encore d'actualité. À côté de ça, il y a le mobile payment. Donc, le mobile payment qui est quand même le moyen du futur, selon tous les spécialistes. Mais aujourd'hui, on est à moins de 1 milliard de comptes de mobile monnaie, ce qu'on appelle la monnaie mobile. On est à moins de 1 milliard, on est à 800, 900 millions à peu près. Donc on est loin des 20 milliards de cartes. Mais le taux de croissance est très élevé, 20% par an. Et ça va s'accélérer. Donc ça va rapidement rattraper la carte. À côté de ça, vous avez un autre chiffre qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les transactions non cash, où il y a tout ce qui est électronique, mais il y a aussi les chèques, les virements, tout ce qui se fait comme paiement ou comme transfert d'argent en dehors du cash. Ça évolue dans le bon sens. Il y a des pays comme les pays scandinaves aussi, qui sont pratiquement vers la fin du cash. Et souvent, on vous dit, on n'accepte pas le cash. Si vous n'avez pas une carte, si vous n'avez pas un moyen électronique de paiement, vous risquez d'avoir des problèmes, quand vous, par exemple, dans les pays scandinaves. Alors, quel est l'effet de cette digitalisation et de cette globalisation de l'économie? Donc, l'écosystème du secteur du paiement aujourd'hui se compose de 4 catégories d'acteurs. Nous avons d'abord les institutions traditionnelles, donc notamment les banques, qui sont dans ce domaine depuis très longtemps et qui vont continuer, à mon avis, encore à être présentes dans ce domaine, et qui ont 2 points forts. Le premier point fort, c'est qu'ils ont la confiance des clients. Vous savez, quand il y a eu la crise financière en Grèce, les gens ont continué quand même à faire confiance aux banques grecques, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes qu'ils ont connus. Parce qu'il y a la réglementation, il y a l'État qui garantit, etc., etc. Donc la confiance est quelque chose d'essentiel dans l'actif des banques. Deuxième chose, c'est que les banques ne restent pas les bras croisés, ils sont en train de travailler de manière très très réelle sur leur transformation digitale. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Maroc. Les banques marocaines sont un petit peu aussi dans la même tendance. Les banques sont en train de se digitaliser, de se transformer digitalement. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les fintech. Les fintech, en fait, ce sont des startups en général qui sont entre la technologie et la finance, en fait, qui proposent des services financiers basés essentiellement sur la technologie. Donc, ils n'ont pas la lourdeur des banques avec les agences bancaires, etc. En général, ils sont très peu en effectif et tout se fait de manière digitale. Et ils arrivent notamment avec des business models disrupteurs. Les banques ont du mal à y faire face. Donc, ils sont vraiment en train de transformer
et transformer un petit peu le marché. Troisième catégorie d'acteurs, c'est ce qu'on appelle les big tech, donc les GAFA et autres, les Alipay, enfin les Alibaba, etc., qui sont des géants, disons, de commerce électronique aussi, qui aujourd'hui ont deux avantages essentiels. Le premier avantage, c'est qu'ils ont une population de clients très large. Apple, ils ont plus de 500 millions de comptes. Alibaba, ils ont à peu près 900 millions de comptes. C'est énorme. Ils se disent, pourquoi moi je vais partager ces clients avec les autres? Autant leur offrir moi-même les moyens de paiement électronique. D'où Alipay, Apple Pay, Samsung Pay, etc. etc. Et ils ont un autre avantage, c'est qu'ils connaissent mieux les clients grâce aux données. Donc ils sont capables de leur proposer des choses plus ciblées, etc. etc. Donc c'est quand même des acteurs importants. Alors ce qui se passe aujourd'hui, malgré tout ça, c'est que les acteurs avec les différentes catégories ont compris qu'il ne s'agit pas de se faire concurrence de manière, je dirais, brutale et sauvage, mais plutôt de s'entraider. Donc on touche un petit peu l'ouverture, l'open, de s'entraider et de se compléter, chacun avec ses points forts, et offrir ensemble des solutions qui permettent de, je dirais, de faire face à l'ennemi commun de tout le monde, qui est le cash, et qui a la peau très dure. Le cash, il n'est pas facile à éliminer, parce qu'il présente beaucoup d'avantages, l'anonymat, il est disponible, etc. etc. Donc aujourd'hui, tous les acteurs sont en train de travailler ensemble, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, par rapport à ce marché-là qui est en pleine mutation, comment se positionne un acteur comme HPS, qui est en fait une société de technologie et non pas une fintech? Alors déjà, je dois préciser que dans le choix stratégique de HPS, nous avons décidé il y a quelques années de ne pas concurrencer nos clients et de ne jamais offrir de services financiers. Nous offrons de la technologie à des sociétés, à des banques, aux trois catégories que nous avons vues tout à l'heure. On a des clients dans les trois catégories. On leur offre de la technologie pour leur permettre d'offrir des services financiers. Mais on s'interdit d'offrir des services financiers. Par exemple, des établissements de paiement qu'on peut créer aujourd'hui au Maroc, j'ai refusé de créer un établissement de paiement parce que je n'ai pas envie de concurrencer mes clients et de garder cette autonomie et de ne pas stresser mes clients. Ensuite, tout ça se fait dans le cadre d'une vision. Et donc l'open innovation ne peut pas se faire comme ça. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut que ça rentre dans le cadre d'une vision globale et d'une stratégie claire. Autrement dit, on aura beaucoup de mal à réussir. Parce que ce n'est pas simple, hein. C'est une nécessité pratiquement, mais ce n'est pas simple. Alors, quels sont ces choix de HPS? Comme vous pouvez le voir, en termes de vision, HPS est une entreprise de classe mondiale. Donc, on affiche l'ambition. On veut être une société de classe mondiale. Donc, ça va conditionner la stratégie derrière et les moyens qu'on va mettre en place pour être justement de classe moyenne ou de classe mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous proposons des produits et des services innovants. Donc, l'innovation fait partie de notre vision. Innovant, c'est très important. Acquis, donc dans le secteur du paiement, donc nous sommes des spécialistes du paiement. C'est un choix aussi que nous avons fait depuis 24 ans, quand nous avons créé HPS. Et bien sûr, on a rajouté quand même les technologies associées. Parce qu'on utilise des technologies, par exemple la cryptographie, où nous sommes très forts, la cybersécurité, ce sont des domaines où nous pourrions éventuellement offrir des services complémentaires, mais ça rentre quand même dans notre métier de base qui est le paiement. On en a besoin pour faire notre métier de société de technologie dans le domaine du paiement. Alors, par rapport à ça, on a une stratégie très claire aussi, qui est basée sur trois piliers. D'abord, la croissance durable. On ne veut pas faire une croissance en si. Je vous donne un chiffre. La croissance moyenne de HPS durant les 10 dernières années, la croissance moyenne annuelle, est de 15%. La croissance annuelle moyenne de HPS durant les 5 dernières années est de 19 et quelques %, presque 20%. Donc c'est vraiment une croissance durable. Et ça conditionne beaucoup de choses derrière. On privilégie le long terme au court terme, etc. Ceci dit, on est quand même des peu opportunistes. Quand il y a une occasion, on ne doit pas la rater. Mais on ne doit pas la faire au détriment du long terme. On doit quand même sauvegarder le long terme. Et c'est très important dans l'ADN d'une société. Deuxième choix, l'innovation. Le sujet de notre aujourd'hui, donc je vais le détailler peut-être tout à l'heure.
très important donc, de dire que nous devons faire de l'innovation. Autrement dit, on est mort. Troisième et dernier axe, qui est très important aussi, c'est l'excellence opérationnelle. On n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 clients dans le monde, de très grandes banques, des petites aussi, mais pas uniquement des banques. On a des retailers, on a dans tous les domaines, on a des opérateurs télécoms, etc. Et aujourd'hui, les solutions de HPS gèrent plusieurs milliards de dollars tous les jours que Dieu fait. Qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on doit être parfait, ou presque parfait, parce que le parfait n'existe pas, en termes d'excellence opérationnelle. Et donc ça fait partie aussi de notre stratégie. Alors, sur la base de cette vision et de cette stratégie, il y a aussi les moyens. Au-delà des moyens financiers, les moyens principaux chez nous, notre principal capital, c'est les ressources humaines. Les talents. Très important qu'on choisit, qu'on essaie on leur prépare les meilleures conditions possibles dans le travail, on les motive, on leur offre un travail intéressant, etc. Et on leur permet d'innover. On leur donne la liberté de l'innovation. Et c'est très important. Alors, à côté de ça, nous avons bien sûr une gouvernance, parce que la gouvernance est toujours essentielle dans la vie d'une entreprise. Vous pouvez avoir une bonne vision, une bonne stratégie, si vous avez une mauvaise gouvernance, ça ne marche pas. Donc la gouvernance, on a un comité exécutif qui gère le côté opérationnel de l'entreprise, et on a un conseil d'administration où nous avons 4 administrateurs indépendants. C'est un choix que nous avons fait sans que la loi nous y oblige. Parce que nous sommes conscients que l'apport des administrateurs indépendants dans la vie d'une entreprise est essentiel. Parce que c'est des gens qui ne sont pas intéressés directement, qui nous disent les 4 vérités et qui nous ont évité beaucoup d'erreurs et qui nous donnent des idées aussi. Et aujourd'hui, nous avons un Marocain, on a un Canadien, une Française et une Espagnole. Donc le Maroc et l'étranger, donc ça, venant d'horizons différents pour justement enrichir les débats dans le conseil d'administration. Et donc tout ça c'est bien beau, mais il faut avoir une organisation agile. Parce que le monde change à une vitesse grand V. On est dans le monde de l'instantanéité. Le time to market qui se mesurait avant en années, en mois, voire en années, se mesure aujourd'hui en jours, voire en heures. Donc il faut être rapide. Donc il faut être agile. Et ça change. On l'a vu tout à l'heure, ce qui se passe dans notre marché. On doit avoir la capacité d'être agile et de s'adapter à tous ces changements-là. Et tout ça, c'est très bien. Dans la vie d'une entreprise, moi je dis qu'il y a un triangle important qu'il faut bien définir. Le sommet, c'est la vision, où on veut aller, et c'est du long terme. Vous savez, la vision d'HPS n'a pas changé depuis 24 ans. On ne change pas une vision tous les jours, ni tous les mois, ni tous les décades, toutes les décennies. Une vision long terme, une vision, c'est par définition du très long terme. D'accord ? Deuxième angle, la stratégie. Comment réaliser cette vision ? Comment y arriver ? Et le troisième angle, les moyens. Les moyens financiers, l'organisation, les ressources humaines, etc., les process, tout ce que vous voulez, pour pouvoir, disons, appliquer la stratégie avec des moyens pour atteindre l'objectif qui est la vision. Donc voilà le triangle. Et au milieu de ce triangle, vous avez le cœur de l'entreprise, l'âme de l'entreprise, qui sans elle, l'entreprise est un objet mort. C'est les valeurs. Les valeurs de l'entreprise sont extrêmement importantes. Et nous avons des valeurs depuis 24 ans. Ça n'a pas changé. On a fait un bon choix, je crois. C'est que nous avons basé nos valeurs sur la solidarité. Il n'y a pas mieux, on n'a pas trouvé mieux que la solidarité. Alors la solidarité interne, c'est-à-dire entre nous, entre nos équipes, entre nos filiales, etc. Donc il faut que ça soit solidaire, entre l'esprit d'équipe, l'esprit de partage, etc. Externe, avec nos clients, avec nos partenaires, mais aussi avec nos fournisseurs. Il ne faut pas oublier les fournisseurs. Quand vous offrez de bonnes conditions à vos fournisseurs pour vous fournir ce dont vous avez besoin, vous avez un meilleur produit et vous avez un produit moins cher. Donc vous devez également soigner vos fournisseurs. Et tout ça, il faut le faire de manière professionnelle et responsable. Professionnel, pourquoi ? Parce que quand on aide quelqu'un, on se dit, bon, khair minni, j'aide. Non. Quand on aide, il faut le faire professionnellement. Et quand on aide, on est responsable de l'aide qu'on donne. Donc c'est ça un peu les valeurs de HPS qui ont réussi à créer
cet esprit de solidarité avec le client. D'ailleurs, nos clients nous l'ont dit, ils nous le disent à maintes reprises, on a des témoignages. Et on a créé aussi un esprit de partage, donc l'ouverture, de partage entre nos propres effectifs. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va vous dire non, je ne vous donne pas cette information parce que non, on partage des informations. Et ça fait de la formation, ça fait la solidarité, etc. Alors, HPS est une société donc, de dimension internationale. Nos solutions sont utilisées dans 90 pays, dans les 5 continents. Plus de 400 clients. 110 centres de data center, enfin de sites plutôt. Et je dirais surtout, on est à peu près 600 ingénieurs et consultants aujourd'hui au sein d'HPS, auxquels on ne s'attendait pas. Et c'est ça un petit peu le... Donc je disais qu'aujourd'hui, HPS offre un certain nombre de produits qui s'appellent PowerCard, c'est le nom commercial de nos produits, PowerCard, et c'est une solution qui apporte tout ce qu'il faut dans toute la chaîne de valeur. Vous savez, dans notre métier, il y a l'émission de cartes, il y a l'acceptation chez les commerçants, il y a la gestion des guichets automatiques, il y a la gestion des terminaux de paiement électroniques qui sont installés chez les commerçants, il y a la compensation nationale, internationale, quand c'est des cartes de crédit, il faut gérer le crédit. Ben, tout ça, ça fait une chaîne de valeur. La solution de HPS couvre toute la chaîne de valeur. Les derniers produits sont la wallet, donc le porte-monnaie électronique sur le mobile, la tokenisation, qui est une nouvelle manière de payer aussi. Donc on n'arrête pas d'enrichir notre offre avec de nouveaux modules pour répondre aux attentes du marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un produit comme celui de PowerCard, dont je parle ici, il est très important que vous ayez un produit quand même qui s'adapte et qui est prêt et qui vous facilite la tâche dans l'innovation. Parce que si vous avez un produit qui est mal structuré, un produit qui n'est pas documenté, qui est fait n'importe comment, etc., vous aurez beaucoup de mal à faire de l'innovation. Et donc, ce que nous avons fait depuis le démarrage de HPS, et on n'arrête pas d'améliorer les choses, on a une architecture, c'est le point fort du PowerCard. Quand vous demandez à un spécialiste quel est le point fort de PowerCard, c'est son architecture. Très souple, il s'adapte très facilement. On est capable de monter des solutions en 3 mois, maximum 6 mois, ce qui est une grande performance dans notre domaine, grâce à un certain nombre de caractéristiques dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être que je peux répondre à vos questions après. Alors, comment nous faisons, en fait? Nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe sur le marché, et il y a 3 types de nouveautés dans notre métier. D'abord, la réglementation locale et internationale. Il y a des choses qui sont imposées, on doit les intégrer dans notre solution. 2, la technologie. Aujourd'hui, on parle d'Internet des objets, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de nouvelles technologies. Ben, il faut les intégrer dans notre solution. La 3e, c'est le marché lui-même, le business. Donc ces 3 catégories dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont vraiment géniaux en termes d'innovation, et il faut qu'on soit capable de leur offrir un outil qui leur permet de gérer tous ces nouveaux produits, voire même leur inspirer de créer de nouveaux produits. C'est comme ça que nous travaillons. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, après, on prend tout ce que nous avons et on compose ce qu'on appelle des packages. Nous avons un marché, nous le connaissons, je pense, parfaitement bien. Et par rapport à la demande de ce marché, on va prendre un certain nombre de modules de notre produit, PowerCard, et on va constituer des packages qui sont adressés à des segments précis dans le marché. Donc le packaging est également un élément important dans notre métier. Comment, à partir de ces composantes, de ce module, former ou la constituer des packages qui sont vendables par rapport à l'attente du marché. Et ensuite, en général, comment nous procédons? Quand on a une nouvelle fonctionnalité, quand on a un nouveau module, une nouvelle solution, on l'intègre dans un pays en particulier, parce que la demande est venue de ce pays-là, et après on la généralise. Par exemple, ici, on a quelques exemples. La tokenisation. Alors la tokenisation, c'est quoi? C'est que dans votre mobile, vous avez une wallet, vous avez un porte-monnaie dans votre mobile, et on va mettre là-dedans tous les numéros de carte que vous avez, ou le numéro de carte que vous avez, et quand vous payez, en fait, vous ne payez pas avec votre numéro de carte. Vous payez par un token, un jeton,
qui est généré par notre logiciel de manière sécurisée, etc., etc. Et que ce que vous donnez aux commerçants, ce n'est pas votre numéro de carte, mais c'est votre jeton qui a été généré pour une transaction. Ou là pour un certain nombre de transactions, pour un certain nombre de jours, par rapport à un pays très souple, avec l'application qui est offerte au client sur son mobile, il fait ce qu'il veut avec. Et donc aujourd'hui, avec un token, vous allez chez un commerçant qui a un TPE sans contact, et c'est comme si vous avez une carte sans contact. Vous faites comme ça, et le tour est joué. Et si c'est inférieur à un certain montant, vous n'avez même pas besoin de rentrer votre code, votre PIN. Donc ça, c'est une nouveauté importante qu'on a intégrée, et on a été parmi les premiers à l'avoir intégré dans le monde. Et la première transaction Apple Pay au Japon a été faite par PowerCard, avec des jetons qui ont été générés par PowerCard. C'était en mars l'année dernière. C'était en mars 2018. Et là, vous avez des exemples, le premier pays, le deuxième, le troisième. Donc nous avons cette démarche d'industrialisation et de déploiement de tout ce qu'on crée dans nos laboratoires. Alors, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure j'ai parlé de l'excellence opérationnelle, c'est quand vous faites un logiciel, il faut le tester, pour être sûr qu'il n'y a pas de bug. Parce que les bugs, ça peut être très grave dans notre cas. Donc comment tester un logiciel, c'est tout un art, c'est tout un métier, c'est des outils, c'est des process, etc. Et donc là, nous avons énormément investi en termes de recherche et de développement, on fait de l'innovation dans le domaine du test, avec des méthodes, avec des outils, etc., que nous avons acquis dans le cadre de notre stratégie d'open innovation, dont je vais parler tout de suite. Alors donc, voilà un peu le marché de HPS. Voilà comment HPS se positionne dans ce marché, n'est-ce pas? Et je vous ai parlé principalement des produits. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Un petit peu de l'organisation, mais je reviendrai là-dessus. Donc à partir de 2015, on a décidé de lancer de manière formelle, parce qu'on faisait déjà de l'open innovation, mais on l'a fait de manière formelle. À partir de 2015, donc on a défini un programme d'open innovation qui a deux objectifs: rationaliser, accélérer, d'abord, et rationaliser. Tout à l'heure, j'ai parlé du time to market, c'est très important pour nous. Donc il faudrait être rapide, il faut sortir les produits rapidement, sinon c'est trop tard. Et deux, il faut quand même rationaliser, parce qu'on doit être compétitif. Si aujourd'hui vous faites de l'open innovation à des coûts insupportables, vous ne pourrez pas vendre malheureusement votre produit sur le marché. Donc ce sont les deux principaux, je dirais, objectifs que nous nous sommes fixés par rapport à ce programme. Et bien sûr, dans un marché global, je l'ai expliqué tout à l'heure, mondial, et hautement digitalisé. Donc tout ça, c'est très important pour nous. Alors très rapidement, sans rentrer dans le piège des définitions, c'est quoi l'open innovation? Et là, je reprends un petit peu la définition de Henry Chebroux en 2003, quand il a sorti son bouquin de l'impératif de créer et de profiter de la technologie. Donc il y a toute une théorie, un ensemble de théories, de concepts qui sont nés à ce moment-là. Et il a défini l'innovation, l'open innovation de cette manière. Donc il la considère comme un paradigme, c'est discutable. Est-ce un paradigme ou un concept, un simple concept? On peut discuter. Pour lui, c'est un paradigme qui suppose que les entreprises peuvent et devraient. Ils ont la possibilité de le faire, mais ils devraient le faire. Utiliser des idées externes en plus de leurs propres idées. Ne plus se limiter uniquement aux idées internes de l'entreprise. Et de trouver des voies pour accéder au marché, en plus des voies de l'entreprise, il faut trouver des voies externes. Donc en gros, il a défini l'open innovation au niveau de la création d'un produit ou d'un service et au niveau de la distribution, de la mise sur le marché de ce produit. Et là, vous avez un schéma classique que vous avez certainement vu dans le net, très, très, très intéressant, où vous avez d'un côté, à gauche, ce qu'on appelle l'innovation fermée, et à droite, ce qu'on appelle l'innovation ouverte, qui est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, dans une innovation, je dirais, fermée, vous avez trois parties dans l'entonnoir. Il y a tout ce qui est à gauche, en bleu, c'est la partie recherche. L'entonnoir lui-même, c'est la partie développement. Et ensuite, vous avez le marché avec l'accès au marché. Donc, vous avez trois parties. La recherche, le développement, la commercialisation, si vous voulez.
pour simplifier. Donc, dans l'innovation fermée, vous vous contentez uniquement de vos propres idées internes, et généralement même en interne, c'est assez réduit. Ce n'est pas tout le monde. Vous contentez de vos propres moyens pour les développer, pour sortir des produits, biens ou services, puis après, vous les adressez à votre propre marché par votre propre circuit, par votre propre canal. Donc c'est assez fermé. À l'inverse, à droite, vous avez l'open innovation, où la partie recherche s'est enrichie par des idées externes, en plus des idées, et même les idées internes, vous avez vu qu'il y en a beaucoup plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui dans l'entreprise est capable de nous apporter des idées. Alors, il n'y a pas de hiérarchie. La RHPS est une organisation de type projet et non pas de type hiérarchique. Y compris, je dirais, je m'excuse le terme, que la femme de ménage peut parfois donner des idées pour régler un problème de manière très pertinente. Donc il ne faut pas la négliger. Tout le monde doit apporter ses idées dans l'entreprise. Donc déjà, on élargit l'interne. Et aussi, on intègre l'externe. C'est ça, l'open innovation. En termes de développement, c'est la même chose. Donc vous avez les moyens de l'entreprise, mais également vous intégrez des moyens externes pour développer. Et au niveau de l'accès au marché, la même chose. Vous avez vos propres moyens pour accéder à votre marché, mais vous pouvez accéder à d'autres marchés. Donc là, vous avez 3 marchés auxquels vous n'aviez pas accès avant sans l'open innovation. Donc c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai repris la citation que je trouve très intéressante. Tous les gens qui sont intelligents ne travaillent pas forcément pour vous. En d'autres termes, vous n'aurez jamais les moyens, quelle que soit l'entreprise, aussi grande soit-elle, les GAFA, ils ne pourront pas embaucher toutes les personnes intelligentes dans cette planète. Donc c'est une bonne raison pour dire comment je peux accéder à ces ressources, à ces idées, autrement. Alors, par rapport à HPS, quels sont les bénéfices? Pourquoi on a fait ça et que ça nous apporte? Première chose, pénétrer de nouveaux marchés. C'est important parce que nous, on veut grandir, on veut croître de manière, comme je disais tout à l'heure, durable. Donc il faudrait qu'on ait des débouchés de nos produits aussi larges que possible. Et donc ça nous a permis, dans le premièrement, intégration de PowerCard dans la technologie de notre partenaire. C'est-à-dire nous avons des partenaires aujourd'hui qui ont intégré la technologie PowerCard et qui vendent leurs solutions avec la technologie PowerCard. Et ça nous permet d'accéder à des marchés auxquels on n'avait pas accès avant. Le Japon, par exemple. Le Japon, la solution qu'on a développée a été co-développée avec Gemalto. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Nous, on apporte une partie, tout ce qui est back-office, tout ce qui est, je dirais, lourd. Et eux, ils ont apporté l'application mobile avec sa sécurité et sont les meilleurs dans ce domaine. Là, on est parmi les meilleurs dans notre domaine. Et ensemble, on a fait une solution et on a accédé à leurs propres clients. Parce que nous, comment voulez-vous qu'on nous fasse confiance comme ça, qu'on arrive du jour au lendemain au Japon pour avoir un projet? Et aujourd'hui, avec cette solution, on a déjà 7 marchés. On a vendu 2 fois au Mexique. On a vendu d'abord au Japon en premier. On a vendu en Italie, on a vendu en Espagne, on a vendu en France, je ne sais pas où. Et tous ces marchés, on n'y avait pas accès avant. Deuxième apport, bénéfice, accès à de nouveaux segments de paiement. Je vous donne un exemple. Le CAL, qui est un éditeur de logiciels britannique, c'est des Écossais plus précisément, ils ont leur siège en Écosse, ils ont des solutions, des logiciels sur les guichets automatiques. Ils font tourner le guichet automatique. Nous, on ne s'est jamais intéressé à cette partie-là. Ça ne rentre pas dans notre périmètre. Et on a trouvé des demandes, etc. On s'est dit, pourquoi ne pas s'allier avec eux et offrir également la partie guichet automatique avec CAL, qui sont les numéros 1 mondial dans leur domaine. Et ça a très très bien marché. Et on a eu beaucoup de contrats en moins de 2 ans. Troisième objectif ou bénéfice, consolidation de nos parts de marché dans des segments verticaux existants. Donc on est déjà dans un certain nombre de marchés, et puis avec cette open innovation, on peut leur apporter des choses en plus. Donc on va vendre plus encore et on va satisfaire leurs demandes, et leur apporter plus de valeur. Et créer de la valeur pour nos clients existants, et bien sûr tous les clients existants, on arrive aujourd'hui avec CAL, et on leur dit, voilà, vous avez des solutions, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, etc. etc. Ça va trop vite. Alors, cette
Je ne sais pas pourquoi ça s'est accéléré d'un seul coup. Le bénéfice, j'ai peut-être appuyé trop longtemps. Le bénéfice 2, c'est le time to market, j'en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Le time to market est essentiel dans notre métier. Si vous n'êtes pas capable d'apporter la solution dans les temps, c'est fini. C'est trop tard, la fenêtre est fermée. Donc le time to market est très important. Aujourd'hui, on travaille avec pratiquement tout ce qu'on peut imaginer comme partenaire. Évidemment, nous avons nos propres ressources qu'on a optimisées, mais nous avons aussi les partenaires, les clients, les fournisseurs aussi, d'accord, qu'on intègre dans notre Open Innovation. Et on a le grand public, les clients réels, les clients qui vont utiliser les produits, on les implique également dans nos process de recherche pour connaître mieux leurs attentes, notamment en matière de ce qu'on appelle users experience. Donc l'expérience utilisateur, qui devient un élément important dans notre marché, surtout pour les banques et les 3 catégories dont j'ai parlé tout à l'heure. On a organisé un premier hackathon en février 2017 comme test, et on l'a agrandi en avril 2017, il y a 2 ans, et on a organisé cette année ce qu'on appelle un bootcamp en février 2019. Alors le hackathon qu'on a organisé, c'était des équipes, je crois qu'il y avait 12 équipes encore, avec des ingénieurs HPS dans chaque équipe, des ingénieurs de nos clients qui viennent de différents pays et des étudiants. Dans le bootcamp, en février 2019, la même logique, mais au lieu d'avoir des étudiants, on avait des startups. On avait 12 startups. Donc, à chaque startup, on a donné des ingénieurs HPS avec un savoir-faire, et on a donné des clients HPS par rapport aux besoins. Et on leur a demandé en 48 heures, non, 48 heures je crois, de sortir des solutions. Ils ont fait des choses extraordinaires avec la blockchain, avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Vraiment de belles choses qui ont été faites. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Cal, mais il n'y a pas que Cal. Donc il y a Dash, c'est une société française qui a une solution dans la business intelligence. Donc, plutôt que de développer, nous, un module de business intelligence, autant baser notre offre sur un produit qui a fait ses preuves et qui a une société sérieuse derrière, qui a une stratégie de R&D, ils ont des références, c'est leur métier de base. Ce n'est pas la peine qu'on investisse là-dessus. Donc on a pris, on l'a intégré. Gemato, j'en ai parlé tout à l'heure. Ecal, j'en ai parlé tout à l'heure. Refer, c'est un autre cas. Refer, en fait, c'est une société qui offre des solutions pour les tests. Rappelez-vous les tests, hein, l'excellence opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté cette boîte. On l'a racheté. Donc, c'est un autre modèle. Donc, on peut soit faire un contrat commercial, comme ce qu'on a fait avec Cal, ou là avec Gemalto, ou là avec Dash, ou là, carrément, on peut acheter une société avec son savoir-faire, son produit, etc. On l'a fait pour Refer Test. Et bien sûr, on l'a fait sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les nouvelles technologies. On va faire la même chose au niveau de l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la blockchain. Il y a des entreprises qui sont très avancées dans ce domaine-là. On va voir dans quelle mesure on peut utiliser leurs compétences et leur savoir-faire, voire même leurs produits s'ils en ont. Alors, une dernière chose, j'ai presque terminé. Une dernière chose. Au niveau du produit, en fait, j'ai parlé de ce qu'on fait. Je vais essayer de vous expliquer un peu, de manière un peu plus détaillée, de quoi on parle. En fait, il y a 6 axes. D'abord, tout ce qui est régulation, tout ce qui est réglementation. Donc, on doit adapter notre logiciel à ces réglementations. Ensuite, tout ce qui est technique, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est technologie. On doit intégrer les nouvelles technologies dans notre produit. Troisièmement, les fonctionnalités. Par exemple, la gestion des impayés. Pour une carte de crédit, c'est une fonctionnalité. Ce qu'on appelle la consolidation, c'est-à-dire quand on a fait un travail pour une banque ou là pour un client, comment le consolider au niveau de l'ensemble des clients. Donc on essaie de le généraliser. Les performances, c'est très important les performances. Vous savez, l'année dernière, Visa s'est arrêté en Grande-Bretagne entre, je crois, un jour J à 15h jusqu'au jour J+1 à 7h. Vous imaginez? Visa ne marchait pas. Vous ne pouvez pas payer par carte Visa. Donc il faut être capable de gérer les pointes. Il faut que ça soit disponible, etc. Donc là, on fait beaucoup d'efforts en termes de R&D pour avoir une solution. D'ailleurs, notre solution
selon les experts de HP et d'IBM, a une performance illimitée. Il suffit de mettre les serveurs qu'il faut. On n'a pas de performance limitée par l'architecture. La limite, c'est le hardware qu'on va utiliser. Et puis, enfin, tout ce qui est innovation, nouveaux produits, nouveaux services, on intègre de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités, enfin, pas fonctionnalités, services plutôt, là, de nouveaux produits qu'on permet à nos clients de les mettre sur le marché. Nous investissons 16% de notre chiffre d'affaires l'année dernière, 2018. 16% de notre chiffre d'affaires a été investi en R&D. C'est un des plus hauts dans le monde. 25 000, ça correspond exactement à 25 000 journées hommes. 25 000 journées hommes uniquement en R&D. D'accord ? Et on a une équipe dédiée. La grosse partie est à Casablanca, 100 et quelques. Et on a une vingtaine à Aix-en-Provence en France. Donc on a à peu près 120 à 130 aujourd'hui d'ingénieurs exclusivement dédiés à la R&D. Alors, j'ai parlé du produit, mais en fait, la stratégie d'innovation d'HPS ne se limite pas uniquement au produit. Bien sûr, le produit, c'est important parce que c'est notre cheval de bataille, où on a la technologie, etc. Mais aussi, on s'intéresse à notre usine de fabrication de logiciels. Comment industrialiser notre production. Et là, en termes de design, en termes de développement, de test et de packaging. La livraison. J'ai un produit le plus beau du monde. Comment l'installer chez le client? Rapidement, l'intégrer dans son système d'information, etc. C'est un autre sujet aussi. Donc là, nous avons deux méthodes. Soit in-house, on l'intègre chez lui, soit carrément, on lui offre de plus en plus maintenant en mode SaaS. C'est-à-dire, nous offrons la plateforme, tout ce qu'il faut, plus de logiciels, et lui, il ne fait qu'utiliser. C'est un peu la tendance du marché. Quatrième, et pas des moindres, le business model. Nous innovons dans le business model pour être compétitifs. Nous, on ne joue pas le low cost. On doit innover en termes de modèle. Aujourd'hui, on a, grosso modo, soit un modèle où on paye la licence d'avance, soit un modèle où on paye la licence en fonction de l'utilisation, à la transaction. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation ne se limite pas uniquement à tout ce que je vous ai présenté. Ça demande encore plus. Et par rapport à nos clients, nous les avons organisés dans un club organisé, structuré et formalisé. Le club des utilisateurs de PowerCard, PowerCard Users Club, depuis 1999, 20 ans. Et dans cette communauté-là, on permet un certain nombre de choses, mettre à disposition des nouveautés PowerCard et les services associés, évaluer toutes les suggestions et demandes d'amélioration des produits PowerCard, donc les idées externes, supporter, informer et partager des informations pertinentes sur l'industrie, donc c'est toujours ça, des idées externes, et créer pour tous les membres des opportunités de partage de leurs expériences. Il y a des membres qui ont signé des accords entre eux pour échanger, ils ont fait des jumelages, des choses comme ça, pour échanger l'expérience. Et ça nous permet de créer un écosystème favorable à l'émergence d'idées. Et j'arrive à mon dernier slide, je suis désolé, j'ai été peut-être un peu trop lent. Et je vous dis, en fait, dans ma conclusion, c'est que le top, le summum qu'on puisse espérer dans le cadre d'une stratégie, d'une politique d'open innovation, c'est d'être capable de faire de la coopétition. C'est-à-dire, en même temps, coopérer avec ses concurrents et faire des offres communes avec ses concurrents. La coopétition. C'est ce qu'il y a de plus dur et HPS le fait aujourd'hui. Et c'est le rêve de n'importe quelle entreprise d'être capable de faire de l'open innovation avec ses propres concurrents. Ce n'est pas simple. C'est pour cela que il faut bien tirer les ficelles, parce que, par exemple, en termes de propriété intellectuelle, il faut faire très attention. Il faut avoir des contrats bien ficelés, etc. Il faut être ouvert. Il faut chercher des accords win-win. Il ne faut pas essayer de tout avoir pour vous. Il faut donner un peu, pouvoir rendre un peu, et former un partenariat, je dirais, équilibré. Et d'autres points que je voulais aussi partager avec vous, c'est le rôle de HPS dans la standardisation de l'industrie. Nous sommes membres d'une association qui s'appelle Nexo, où il y a 35 membres, dont Visa, Mastercard, tous les grands. Il y a HPS dedans. Nous payons très cher pour être présents. Et nous participons à l'élaboration des nouvelles normes dans le marché du paiement. Donc nous influençons
Et nous sommes au courant, avant les autres, de ce qui est en train de se passer pour pouvoir alimenter, donc ça rentre dans la recherche, les idées externes, ça alimente un petit peu notre recherche et développement pour être prêt. D'ailleurs, vous avez une citation très intéressante aussi, ici, du secrétaire général de Nexo, qui dit qu'il est très heureux de voir HPS comme membre à partir de 2016, et encore plus heureux de voir qu'ils ont déjà développé, HPS a déjà développé les spécifications de ces normes qui sont fabriquées au niveau de cette association où il y a tous nos concurrents. Merci de votre attention. Il est sur le site de la bourse, donc on est une société cotée depuis 2016. Nous avons fait 65 millions de dollars, je vous le donne en dollars, 65 millions de dollars de chiffre d'affaires, sachant que les 65 millions de dollars, c'est exclusivement de la matière grise. C'est de la licence et des services. On ne vend pas de matériel. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, rentrez dans le site de la bourse, je vous les sociétés IT au Maroc, qui est Tmilia. Il y a 8 sociétés IT qui sont cotées. Vous allez vous rendre compte que HPS représente 55% de la valorisation totale des IT. Et de loin, premier devant tout le monde. Monsieur Hanani, le chiffre d'affaires de la première année d'HPS. Le chiffre d'affaires de la première année, j'ai déjà oublié parce que ce n'était pas très fameux. On avait moins d'1 million de dirhams. C'est-à-dire moins de 100 000 dollars. Merci beaucoup. Donc voilà, je vous disais, voilà. Voilà, donc HPS, c'est la preuve vivante, voilà, qu'au Maroc, voilà, le Moroccan Dream existe, voilà. Alors, donc sans plus attendre, donc on va démarrer donc la série des tables rondes. Alors, il y a un concentré d'intelligence au mètre carré incroyable, ok. Et là, ça va aller donc très fort, donc très très haut. On va vraiment discuter donc l'open innovation, on va vraiment la charcuter, la dépecer, la voir donc dans tous les sens avec des acteurs donc de talent. Alors, je vais inviter donc le panel. Pendant ce temps-là, j'invite aussi Abdelmoïd qui est juste là, ok, qui est responsable de la vie associée de l'innovation. Alors aussi, les étudiants, ils vont travailler à côté pendant les panels. Ils ont des challenges étudiants qui vont organiser donc à côté et vont voir ce qu'ils vont nous faire donc à la fin de la journée. Alors juste avant, donc j'invite Tarek Monaïm. Il est ok. Allez, voilà. Majid El Raip. Voilà, juste. Ne te rassois pas, Majid. Voilà, Adnan. Et Tariq Fadli, voilà, qui est... Voilà, tu arrives au bon moment, voilà Tariq. Non, tu vas avec Tariq là-bas. Non, tu t'assois pas avec Ted Majid. Non, je veux pas. Ok. Merci. Ok. Rebonjour tout le monde. Ça va? Alhamdulillah. D'abord, j'aimerais d'abord remercier, s'il vous plaît, j'aimerais remercier les invités, remercier également mes chers intervenants, ainsi que tous les panels. J'aimerais remercier SK École de Management pour l'opportunité qu'il nous donne pour organiser tel événement, ainsi que M. Nabil Hilali qui nous a aidé énormément afin d'organiser cette journée, ainsi que la compétition. Donc, je vous explique un peu. Donc, on organise Open Innovation Day, that challenge. Le challenge, c'est quoi? C'est que nous avons invité plusieurs étudiants de différentes universités et écoles ici au Maroc afin de venir avec leurs idées innovantes de projets, afin de les pitcher vers la fin de la journée devant un jury expert afin de gagner des prix. Bon, vous allez découvrir par la suite. L'essentiel, c'est qu'on veut travailler ensemble entre étudiants sur des projets innovants entre jeunes et proposer des idées vraiment maintenant au PDG, au CEO et aux intervenants qui sont avec nous aujourd'hui et qui peuvent, pourquoi pas, être intéressés par l'une de ces idées. Ce n'est jamais trop tard, donc je vais lancer tout de suite la compétition et je vais inviter tous les étudiants qui sont invités ainsi que les organisateurs à nous rejoindre dans l'Amphi 2010 afin de commencer le travail. Merci et très bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup.
Alors, attendez, les étudiants qui participent au challenge, okay, donc les autres, ils ont un autre donc, challenge. Alors, honneur, Disruptive Thinker, il travaille beaucoup sur la MENA région. Il s'intéresse à l'entrepreneurship et l'innovation sociale. Il a fondé le Moroccan Center for Innovation Social Entrepreneurship, okay, où il est le chef donc aujourd'hui. Et bien sûr, il s'est beaucoup occupé d'Enactus. Je ne sais pas s'il a fait du bon travail Enactus, son président va nous le dire. Et bien sûr, avec la World Bank, avec beaucoup de choses. Donc, il est advisor boards en Europe, en Afrique, donc en Asie, World Traveler. Okay. Après, je passe ici à Tarek. Alors, Tarek est dans l'écosystème de l'Open Innovation. Il s'occupe des stratégies de communication et de marketing digital. Il a mis en place des programmes innovants comme le Hub Africa et il organise et anime donc plusieurs donc, événements liés donc, à l'innovation. Il est dans la relation publique et les réseaux donc, d'influence, c'est ça? Après, j'ai Majid à côté, qui est aussi mon collègue à l'ESCA. Donc, Majid est président d'Omega Holding, professeur d'innovation sociale à ESCA École de Management et de l'Institut qui traite de ces questions. Il est chairman of the board of directors d'Enactus Morocco et bien sûr, ancien CEO de l'Office national donc, des pêches. Tariq Fadli, okay, Tariq Fadli, que je remercie du fond de cœur d'être parmi nous donc aujourd'hui. C'est le Digitizing Most Government Services in Mentioned Countries. Okay. Donc, il a digitalisé la plupart donc, des services donc, des gouvernements. Alors, Tariq, écoute, en voulant mettre ta bio, j'étais un petit peu perdu. Je ne sais plus combien de startups tu as monté. Quand on va sur ton site, j'ai eu mal aux yeux, ça défilait, il y a plein de trophées. Je me demande, j'ai un moment, je disais, il y a la Coupe du Monde qu'il a gagnée aussi. Okay, donc il a organisé dans fait de choses. Donc, allez sur le site d'Algoa donc Consulting et vous allez découvrir ce que Tariq Fadli donc réussit donc à faire. Il travaille beaucoup sur Best Cloud Partner Trophy, Trophée d'innovation, Leadership Trophy. Et donc aujourd'hui, tu gères 4 startups, c'est ça? Donc voilà, tu as la tête de 4 startups. Donc voici le panel donc relevé. Voilà, qui va se pencher sur cette première table ronde qui a pour sujet l'open innovation et création donc, de valeur. Tariq, je commence avec toi. Voilà, n'hésite pas à rajouter des choses que je n'ai pas dites donc, sur ton parcours, mais ma question, elle est très simple. De ton point de vue, de par ton expérience, comment est-ce que l'open innovation crée de la valeur? On va même être disruptif ou pas? Voilà. Merci Nabil, merci pour l'invitation. Pour la question, en fait, je ne sais pas comment répondre à cette question, sauf que, comme a dit M. Harani tout à l'heure, en termes d'open innovation, nous, on s'est retrouvés, en fait, la première start-up que j'ai lancée il y a 12 ans, bon, c'est plus une start-up, aujourd'hui, Algo Consulting, c'est l'un des acteurs majeurs dans tout ce qui est transformation digitale ou services, notamment pour les grands comptes. Et en fait, ça nous a servi d'incubateur ou de pépitre aux autres 3 startups qu'on a sorties. Et en fait, ce que cette startup nous a permis de faire, c'est de travailler avec des clients, notamment des grands comptes, et en fait challenger et voir des problèmes avec un œil de disruption, de think outside the box. Et ça nous a permis de capitaliser sur ça. Donc je vais citer un exemple très très récent avec la Royal Air Maroc, où nous avons gagné un appel d'offres il y a 1 an ou 2 ans. Et en fait, dans notre approche, on dit à nos clients, voilà, posez-nous une problématique que vous vivez et laissez-nous brainstormer avec vous. Donc récemment, en fait, ils avaient un projet qui s'appelait Client Mystère. Et ils payaient un prestataire externe et ils leur offraient une 20aine de billets par an pour voyager et documenter leur expérience sous questionnaire, voyager d'une manière mystérieuse, c'est-à-dire cacher et commenter sur la qualité de service, la propreté, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est ce qu'on leur a dit, voilà, ça vous coûte un montant de 3 millions de dirhams annuels
et vous n'avez pas vraiment accès à la data. C'est-à-dire que ce prestataire utilise Excel ou des mécanismes plutôt classiques pour compiler un ensemble de rapports et on soumet ces rapports d'une manière brute à la Royal Air. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est une application mobile que le passager lui-même va utiliser. Et la première question qu'on nous a posée, mais pourquoi le passager va remplir un questionnaire sur l'appli mobile? Ben, la réponse est simple, incentive. Et le premier incentive d'une société aérienne, c'est les miles. Récemment, dans l'inauguration du vol Casa-Miami, par exemple, ils ont pu cibler, en fait, on est descendu à un niveau de profiling, c'est-à-dire pour les passagers silver, gold, platinum, on est capable de les cibler d'une manière dynamique et poser des questions. Et là, on est en train de faire évoluer la plateforme pour inclure un petit peu de machine learning, pour voir les tendances des personnes quand ils sont au salon, quand ils vont au duty free. L'idée maintenant, c'est pouvoir améliorer l'expérience du passager au sein de l'aéroport. Et après, on s'est rendu compte que cette innovation qu'on a conçue pour la RAM, maintenant suscite l'intérêt de d'autres entités, notamment l'ONCF, le groupe Accor, même des administrations publiques avec qui on travaille, des banques aussi, veulent avoir la même chose. Donc ça, c'est un exemple d'open innovation où le fait qu'on a travaillé chez un compte, on capitalise sur cette expérience pour partager avec un autre et adapter. Donc je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais j'aimerais bien juste partager un exemple pratique. Très bien, oui. Donc là, vous, bien sûr, donc c'est un grand compte qui est le Royal Air Maroc que tout le monde connaît. Donc vous faites donc une intervention donc pour eux. Ça donne bien sûr donc un produit innovant qui est par la suite sollicité par d'autres acteurs qui ne sont pas forcément sur le même marché. C'est ça. Donc voilà. Donc, d'une certaine façon, oui, c'est ce que vous avez réussi à faire, à produire de l'open innovation et à créer donc de la valeur donc avec. Oui. Adnan, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et je sais que tu es sur un autre donc registre, ok, très bien. Mais voilà, chez toi, comment est-ce que tu crées de la valeur? Moi, je pense que déjà, je suis toujours, à chaque fois que je rencontre Horani, je suis toujours impressionné par l'avancement et l'humilité. Ça, c'est vraiment un truc qui est exceptionnel et il nous en faut bzaf minnek. Bzaf minnek parce que le fait d'avoir du positif et de montrer que des choses sont possibles, de commencer de presque rien pour arriver, ben c'est un message qu'on n'entend pas forcément. Et ça fait partie de l'open innovation parce que malheureusement, il y a très peu de partage comme ça. Parce qu'il y a l'idée de que, attention, je veux pas, je peux pas. Et donc, je vous salue encore une fois par rapport à ça. Et ça fait partie de la création de valeur. La valeur, je vais rajouter sur le concept inclusif. Je ne sais pas si les gens dans la salle sont au courant, mais hier, un rapport est sorti de Oxfam. Le premier rapport d'Oxfam au Maroc sur les inégalités au Maroc. Oxfam, depuis 30 ans, a publié son rapport annuel. Qu'une personne, en fait, une personne dégage environ 125 milliards de dirhams par jour, versus une personne qui n'a presque rien. Alors au Maroc, les rapports sont très divers, et depuis 10 ans, on est le pays où on a le plus d'inégalités sociales et économiques dans toute la région. On est le premier. Et le rapport d'hier a démontré en fait qu'une personne au Maroc touche plus que 350 000 personnes en une heure. Donc, pour revenir à la question de la création de valeur inclusive, c'est que comment est-ce qu'on peut créer des systèmes qui prennent les problématiques qui existent. L'exemple de tout à l'heure, c'est des problématiques business, mais aussi des problématiques d'inclusion et des problématiques sociales pour créer de la valeur. Et comment ces problématiques-là, on peut y réfléchir de manière différente pour pouvoir y apporter des solutions. Alors, les manières différentes, c'est vraiment la question de l'entonnoir. Et moi, j'aime bien dire que l'entonnoir, on le chamboule. Parce que le fait de le voir toujours de manière linéaire, cela présuppose une manière classique de voir un process. Comme vous l'avez très bien dit, la R&D, la production et le market. Après, tu crées le nouveau market, le fit de market, c'est une autre chose. Par contre, si on change la disposition de l'entonnoir, et on a différents types de points d'entrée, ce n'est pas juste une entrée ou une sortie, on peut créer plus de choses. Typiquement, une des problématiques sur lesquelles le Maroc maintenant il travaille en termes de titres, mais pas en réalité, c'est la question des seniors. Les seniors, quel est leur rôle dans l'économie?
On parle beaucoup de jeunes, mais si on parle d'une économie inclusive, vous parlez de tout le monde. Comment est-ce qu'on peut mobiliser le rôle des seniors pour partager l'information, créer de la valeur et favoriser l'insertion économique? Alors, littéralement, quand on parle de seniors au Maroc, automatiquement, c'est une idée, soit tu as la catégorie ceux qui ont les moyens, qui vivent très bien, donc il n'y a pas de give back, ou la catégorie qui n'ont rien, et finalement, ils dépendent. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place un système d'innovation ouverte pour prendre des problématiques d'éducation? Il y a une photo sur Facebook qui a circulé il n'y a pas longtemps, dans un mix entre une crèche et une maison de retraite. Comment, je ne sais pas si vous l'avez vu, la photo, et comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes d'innovation ouverte, en fait, les across sectors, c'est-à-dire tout type de secteur d'activité et tout type de personnes qui sont dans ces environnements-là, pour réfléchir à, si je parle d'économie inclusive, qu'est-ce que ça veut dire? Si je parle d'éducation inclusive, qu'est-ce que ça veut dire? Si je parle de santé inclusive, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et un dernier exemple d'innovation, c'est le fait de réfléchir à ces questions-là. Le plus gros souci, c'est la data. Quand on parle de santé et d'éducation, aller dans un hôpital pour avoir de la data, qu'elle soit à jour ou pas à jour, ça c'est une autre question, mais déjà avoir cette data est une barrière importante pour pouvoir développer de la prédiction, pour pouvoir mapper, pour mapper les gens qui ont accès aux soins et voir comment est-ce qu'on peut rapporter ce soin à la proximité. Un dernier exemple, au Ghana, il y a une vidéo aussi qui a circulé hier, que maintenant au Ghana, ils ont lancé la première plateforme de drone automatique qui fait la livraison des médicaments et du sang d'urgence à travers un système blockchain, AI, qui dépend que d'un système d'SMS qui n'est pas forcément connecté, vraiment un truc basique. Donc en gros, moi je trouve que c'est important que dans cette conversation, on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut utiliser l'open innovation dans différents secteurs, en utilisant de la méthodologie comme du design thinking ou du human-centered design ou du reverse learning, pour se dire que le rôle de l'organisation, avec un grand O, qu'elle soit administration publique, entreprise, école, quel est son rôle dans l'économie, avec un grand E, comment est-ce qu'elle peut créer sa valeur sur toutes ces parties prenantes, et pour que cette valeur-là, en fait, puisse lifter la société en entier. Voilà. Ok. Donc merci Adnan. Donc selon toi, d'après ton expérience, c'est donc l'open innovation doit aussi donc embrasser donc d'une certaine façon donc le champ de l'innovation sociale. C'est là, bien entendu, qu'il y a le creuset donc du développement. Je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup à mon voisin d'à côté. Donc Majid, ok. Donc Majid, comment est-ce que tu réagis donc par rapport à ça? Merci. Merci. Ça marche. Je voudrais l'aborder pour ne pas se répéter et revenir sur des choses qui ont déjà été dites par Sehourani. Et merci Sehourani pour nous avoir éclairci. À chaque fois que vous intervenez, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Au-delà de tout ça, j'ai dit à mon ami Nabil, je lui ai dit, il m'a dit, Sehourani va intervenir en 20 minutes. Je lui ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Sehourani a tellement de choses à dire que ça va doubler, ça va être 40 minutes, c'est exactement 40 minutes. Mais c'est excellent, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Voilà, et on a besoin, comme disait mon ami Adnan, on a besoin de vous cloner, on a besoin de ça. Et si je dis ça, c'est pas parce que vous êtes là, c'est que réellement au Maroc, nous avons besoin justement à ce que l'open innovation, dans sa partie la plus noble, parce qu'il y a quand même des choses où ça ne marche pas aussi bien, mais disons qu'il y a des basiques où nous devons. Il ne suffit pas que d'avoir de l'open innovation au niveau de l'entreprise, ou entre entrepreneurs, ou juste dans un cercle, mondialement. D'accord? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment, dans l'écosystème naissant de l'innovation sociale au Maroc, faire en sorte à ce que ça soit un acte tout à fait naturel. C'est-à-dire le partage, la culture du partage. Et là, je citerai un exemple parce qu'il est tout à fait naissant. On parlait avec Adnan la semaine dernière, vendredi dernier.
il s'est avéré que nous avons un incubateur. Pour les gens qui ne connaissent pas Enactus, on a créé un incubateur il y a pratiquement une année. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs Mourit qui, lui, a une idée. Il se dit, moi, je veux mettre en place une plateforme où les gens qui ont des zakats, ils ont de l'argent à donner, on arrive à faire rencontrer ceux qui ont de l'argent avec ceux qui en ont besoin. Donc c'est une idée, ça lui passe par la tête, il ne réfléchit même pas au côté juridique, etc. Pour lui, c'est une évidence. Et ces plateformes-là sont des plateformes qui existent par ailleurs. Il y a des plateformes qui mettent d'un côté les demandeurs et de l'autre ceux qui offrent de l'argent ou qui offrent quelque chose. Donc d'un côté l'offre et la demande dans une plateforme. En discutant avec Adnan, il me dit mais oui, mais moi j'ai quelque chose qui ressemble à ça. C'est la plateforme Wuluj, qui est une plateforme qu'il a mis en place depuis pratiquement une année et demie ou 2 ans et qui lui a coûté, bon an mal an, 1,5 million de dirhams. Et il a du mal aujourd'hui encore à pénétrer. Excusez-moi, pardon. Wuluj, Adnan, c'est quoi exactement? Pour ceux qui ne connaissent pas, le crowdfunding légal, qui est le fait de donner et avoir accès à l'argent, est illégal au Maroc. Parce que ce n'est pas autorisé à une structure non gouvernementale, surtout association, de collecter de l'argent. Je veux juste savoir, c'est quoi exactement? C'est une plateforme de prévente. Plateforme qui contourne de prévente. De prévente en ligne. Donc on met dedans quoi? Tu ne mets rien dedans. En fait, il y a des gens qui ont des produits en avance. Okay. Ils ont besoin de trésorerie pour pouvoir produire leurs produits et services. Donc les gens les achètent en avance pour qu'ils puissent avoir assez de cash et produire. C'est ça le concept du Wuluj. Pour détourner le concept du crowdfunding qui est illégal. Ok, très bien, merci. Ouais. Donc il a, en attendant que le crowdfunding puisse se mettre en place, etc., il l'utilise pour faire accéder les start-upers à de l'argent en vendant le MVP, les premières ventes. Ils arrivent quand même à vendre au niveau de cette plateforme-là. Et donc, POF, il dit, pourquoi pas ne l'utiliser justement pour ces donations. Et contourner la donation vous pouvez donner de l'argent, en contrepartie, on vous donnera un t-shirt ou quelque chose de ce type-là. Donc l'idée, c'est de contourner et donc, de quoi a-t-il besoin, lui, pour faire tourner tout ça? C'est de dire quelqu'un qui a envie de faire du marketing de la plateforme. Parce que le point faible, c'est ce marketing. Comment aller chez les gens et leur dire, vous pouvez acheter à travers des cartes. Ce que disait, ce n'est pas encore au Maroc, vous connaissez la pénétration des cartes, il y a encore du chemin à faire. Et donc c'est de la confiance. Et donc ce marketeur, et justement, moi j'avais ce gars-là qui avait ça, et c'est un marketeur, c'est Mourit, et aujourd'hui on les met en contact. Il va aller le voir cette semaine, et voir comment il peut l'utiliser. Donc il n'a pas besoin de réinventer la roue, il a une plateforme qu'il peut utiliser, parce que c'est de l'offre et de la demande qu'ils ont. Ça, c'est un exemple typique d'une open innovation qui se fait de manière naturelle dans l'innovation à fort impact, l'innovation sociale. Dans ce domaine-là, à l'international, ça se fait de manière tout à fait naturelle. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est comment contaminer les gens et leur dire oui, nous pouvons créer des plateformes. Et là, on a peut-être besoin, justement, lorsque Sehon avait parlé des ingénieurs avec le hackathon, des ingénieurs que vous mettez à disposition, parfois se dire oui, peut-être que nos jeunes entrepreneurs ont besoin justement de cette capacité de trouver quelqu'un qui peut les introduire un petit peu à des notions de plateforme, à des notions de programmation, etc. Donc le partage, discuter, parfois juste en discutant, ce qu'on a fait avec Adnan, juste en discutant, il me dit oui, tiens, ouais, on peut faire ça. Et donc, je suis sûr qu'il y a encore dans cette open innovation, des champs énormes de partage et d'échange. Le deuxième élément que je voudrais faire passer au niveau de mon intervention, j'en ai déjà parlé au début, c'est les partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons sensibiliser à très haut niveau, et Sehorani peut être un vecteur aussi, à très haut niveau, les pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics soient ouverts à cette innovation, à cette open innovation. Lorsqu'on leur parle d'open innovation, pour eux c'est vaste, c'est général. Donc leur dire non, c'est quelque chose qui peut se faire de manière naturelle et on peut partager. Alors je vous évite
tout ce qui peut être gagné, moi je parle que de l'innovation sociale, mais ce qui peut être gagné en termes d'innovation, d'organisation, au niveau de la place publique, au niveau des donneurs d'ordre, etc. Donc voilà un petit peu. Okay. Merci Majid. À la fin, je rajoute. Ok, on reviendra. D'accord, on reviendra sur le mot. Donc oui, Tariq, alors Tariq, ça fait un petit moment, comment dire, que tu es avec des jeunes, des corporates, ok. Donc, je suis jeune aussi. Hein? Comment? Je suis avec des jeunes et je suis jeune aussi. Exactement, voilà, c'est voilà qui se ressemble, ça semble. Et bien sûr, donc vous observez donc un petit peu tout ce qui se passe autour de l'open innovation. Alors, quelle est votre opinion donc sur tout ça? Alors concrètement, moi j'ai animé plusieurs programmes d'open innovation, notamment j'ai eu le plaisir, l'honneur d'animer avec Scrindy le hackathon Open Innovation de HPS. On a eu entre autres CIH, il y a eu OCP, il y a eu Smartup à Tunis, et puis j'ai exploré aussi l'Afrique dernièrement au Gabon pour un programme pour e-Gabon, pour un programme e-santé. Concrètement, ce qui fait le succès d'un programme d'Open Innovation, c'est d'abord, je pense, l'intérêt d'une entreprise. Et on est tous heureux, je pense, d'avoir HPS ici, qui est quand même... C'est une volonté de le faire, déjà. Ça émane de la part de l'entreprise. Mais ce qui fait le succès d'un programme, c'est d'abord l'ouverture vers cet écosystème externe qui sont les jeunes. Ces jeunes n'auraient jamais eu la chance d'entrer en contact avec une entreprise, quelle qu'elle soit, de ce niveau, de ce type. Ça peut être une banque, ça peut être un groupe comme l'OCP. Surtout quand on prend ces jeunes, ce sont généralement des jeunes qui sont étudiants et qui sont en fait familiers avec les technologies. Attendez, vous dites qu'ils n'auraient pas eu la chance, c'est-à-dire? Il y aurait eu, sincèrement, aucune... avec un niveau d'études, ces banques, quand elles recrutent des étudiants avec un certain niveau d'études. Et ce qu'on remarque dans ces programmes d'Open Innovation, ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément extrêmement diplômés, mais qui ont cette capacité incroyable de maîtriser ces nouvelles technologies, ces smartphones, le digital, l'Internet, et qui ont généralement appris sur le tas. Moi, c'est ce que j'ai pu observer. Ils créent, ils codent, ils développent des applications, ils ont un langage, ils ont appris le langage du coding. Et ça, on n'a pas d'école au Maroc qui forme au coding. Et ces jeunes qui ont nos limites, qui ont créé leur propre monde, qui sont généralement dans le gaming, ce sont des geeks, entre guillemets, parce que c'est ça en fait un peu cette connectivité que ces jeunes, c'est des geeks. Et ces jeunes débarquent dans ce monde qui est complètement incroyable pour eux, mais auquel il n'y a pas vraiment d'affinité spécifique. Je veux dire, connecter un jeune de 18 ans, 19 ans qui code avec une banque, pour lui, c'est de la science-fiction. Et de l'autre côté aussi, c'est de la science-fiction. Généralement, moi, je trouve que nos entreprises, et c'est ce que j'ai pu observer à travers ces programmes, alors, de les mettre comme ça pendant 48 heures, et M. Harani le sait, c'est extrêmement éprouvant pour des gens qui n'ont pas l'habitude, qui doivent respecter des codes, des règles, les règles de l'entreprise. Et quand ils se retrouvent avec ces jeunes pendant 48 heures où ils vont se retrouver comme ça à dormir ensemble, parce ils font nuit blanche, et ben il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe et il y a un mot d'ordre qui est nos limites. Et j'ai envie de dire aussi ce qui fait le succès aussi d'un programme d'Open Innovation, c'est aussi l'humain. L'humain revient au centre de tout. On oublie un peu tout. Les règles, la hiérarchie, et on peut voir comme ça un directeur d'un département financier avec un autre département auquel ils n'avaient pas l'habitude de se côtoyer. Ils se retrouvent avec un jeune geek qui a 18 ans qui joue à la PlayStation. Ils vont se retrouver à jouer au baby-foot ensemble, ils vont se retrouver à danser ensemble, à chanter ensemble, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour réussir un programme d'Open Innovation, il faut aussi... il y a un mindset de culture, il faut intégrer toutes les composantes. On parle de culture et le mindset de la culture est aussi important. Il faut les réunir dans un concept de bien-être
mindset de bien-être, les mettre bien ensemble. Et c'est une sorte de recette magique qui se fait et qui aboutit à des résultats extraordinaires. Nous, on l'a vu personnellement depuis de nombreuses reprises avec certains groupes. Ce qu'on a pu sortir, ça s'est jamais vu auparavant. Et il y a un modèle aussi Open Innovation à la marocaine qui fonctionne, parce qu'on ne peut pas refaire ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs avec des experts mondiaux, parce que c'est ça aussi, il faut amener des gens de différents domaines qui maîtrisent la blockchain, qui maîtrisent les technologies à un certain haut niveau. Nous, ici au Maroc et en Afrique, on le fait surtout avec des jeunes qui cassent les codes et qui vont insuffler une certaine originalité et créativité. Et bien sûr, ça se fait avec des règles qu'il faut respecter. Les groupes doivent, avec les acteurs qui participent à créer ce programme d'Open Innovation, doivent insuffler au mieux leurs attentes, cadrer au mieux leurs besoins. Et c'est cette recette magique qui fonctionne. Donc voilà, moi ce que je voudrais dire concrètement, c'est qu'il y a une part d'humain qui est très importante là-dedans. Et la recette, c'est de rester complètement ouvert et de ne pas fermer les frontières de ne pas avoir de limites. Et c'est ça la réussite de l'Open Innovation. Tariq, en fait, c'est intéressant donc, ce que tu nous dis, et en même temps, donc, ça interpelle. Donc voilà, donc, on est au Maroc, c'est une réalité donc, marocaine. J'ai envie de dire, Tariq, Fadli, juste pour rebondir sur les deux Tariq, ok. Donc là, il nous dit, voilà, c'est-à-dire il y a des jeunes qui n'ont aucune chance alors qu'ils maîtrisent on va dire peut-être des hard skills, et on peut dire voilà qu'ils ne maîtrisent pas les soft skills, voilà. Et donc ça veut dire que nous avons une société fragmentée qui fonctionne au îlot, c'est ça? Tout à fait. Et qu'à un moment ou à un autre, quand on arrive donc à les mettre ensemble, il y a quelque chose qui se produit. Toi, Tariq, bon, comment dire, quand tu es allé tu as mis les mains dans le cambouis dans des choses très dures, je dirais les services gouvernementaux, donc tout le monde sait comment dire, la catastrophe d'aller demander donc un papier de l'administration publique. Et justement, je voudrais quand tu as démarré donc cette expérience, est-ce que justement tu revenais, je pense, des États-Unis, et donc là, tu rencontres une réalité complètement différente, des administrations qui pensent avec du papier 1800, et puis après, tu arrives à faire quelque chose. Voilà. Alors, je voudrais juste que tu nous racontes comment est-ce que tu as fait rencontrer des mondes qui, a priori, sur le papier, ne se rencontrent pas. Alors, d'abord, j'ai encore rien fait. C'est en cours. En fait, dans ce monde fragmenté, moi, ce que je dis tout le temps, que ce soit au Maroc ou en Afrique, il y a plein de problèmes. Et des problèmes, ça se traduit en opportunités. Donc, aujourd'hui, ce projet dont tu parles, ce qui s'appelait Imokata, aujourd'hui s'appelle Waraqi. Et en fait, l'idée derrière, comme c'est un problème, et effectivement, ce problème-là, c'est la lourdeur, la bureaucratie administrative, ce que j'appelle le racket. La qualité de service, oui, parce que la qualité de service, elle est à la tête du client. Et ce qui se traduit en un mot déjà, c'est le hagra. Donc j'ai subi ça, comme la plupart des Marocains. Et donc un jour, je me suis posé la question sur les services administratifs les plus utilisés par le Marocain, à savoir la légalisation de signature et la copie conforme. Pourquoi? La question qui me revient tout le temps, c'était: j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, j'ai légalisé ma signature 2 fois. Je rentre au Maroc et à chaque fois, je dois légaliser. Et la réponse, c'est la confiance sociétale. Nous avons un problème de confiance sociétale qui aujourd'hui fait obstacle à pas mal d'initiatives, que ce soit le digital, l'économique, social, c'est la confiance sociétale. Donc, nous avons deux choix. En fait, quand j'ai commencé à monter le projet, j'ai rencontré, par exemple, l'une de mes premières rencontres avec mon Hafid Alami, il m'a dit: vous avez investi tellement de temps et d'argent, un service qui est mené à disparaître, ce qui est la légalisation de signature. Et ma réponse était: non, monsieur le ministre, ça ne va pas disparaître, parce que pour que ça disparaisse, il faut un changement générationnel. Donc on a le choix. Soit on attend que ces générations changent de mentalité, qu'il y ait une confiance, qu'on peut signer une lettre de démission et ne pas revenir devant le juge dire que non, j'ai pas démissionné, qu'on peut signer un contrat de leasing ou de loyer sans avoir ce témoin. Et en fait, ce que ça a donné, c'est une belle plateforme aujourd'hui qui tient beaucoup de promesses. D'abord, l'approche, elle est endogène et inclusive.
C'est-à-dire, Oraqi, elle est gratuite pour l'administration. Donc, il n'y a pas d'appel d'offres, pas de budget, c'est gratuit. Elle est inclusive dans le sens où les agents qui vont l'utiliser pour signer électroniquement vont être rémunérés d'une manière légale. Parce que la réalité, c'est quoi? Quand on dénigre un muqaddam ou un agent de la commune, et on dit oui, il est corrompu, la réalité derrière, c'est qu'il n'a pas peut-être le choix. Quand on paie un muqaddam 1800 dirhams sans statut et on lui dit d'habiter à Ma'arif et de ne pas toucher de pot de vin, c'est demander l'impossible. Donc l'idée, c'est l'État n'a pas ce budget, comme nous, on va innover pour créer en fait une solution win-win pour tout le monde. Aujourd'hui, la plateforme crée une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. Les seuls perdants, c'est les fraudeurs. Donc l'idée, c'est, puisque le dépôt de signature existe, mais il est réservé pour une population privilégiée, c'est-à-dire les gérants d'entreprise, nous, on cherche à démocratiser l'accès au dépôt de signature à l'ensemble des Marocains. 16 ans et plus. Le critère, c'est 16 ans d'âge, c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, pour faire le dépôt de signature, par exemple à Casa, on doit avoir un statut et on doit payer 700 dirhams pour ne plus se déplacer à la commune. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'appli mobile. Pour faire ça, on se déplace une seule fois pour activer le compte. Et après, chaque fois qu'on signe un document, on le prend en photo, on fait une authentification multifacteur et on envoie à la commune, l'agent va signer électroniquement. Et derrière, on utilise plein de technologies. Il y a du machine learning pour le pourcentage de la signature. On a même expérimenté avec de la blockchain, qu'aujourd'hui, par exemple, un gouvernement comme Dubaï est intéressé à ne pas garder les agents. Nous, on garde les agents dans le système, c'est juste qu'on élimine le vis-à-vis. Après, on s'est avéré que cette plateforme a d'autres potentiels. On a identifié une trentaine de problèmes qu'on peut résoudre avec la même approche. Je vais donner un exemple. Marketplace. Aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom d'un site, où on a vu des atrocités. C'est-à-dire il y a eu 2 meurtres, il y a eu beaucoup d'agressions, quelqu'un qui lance une annonce pour vendre un PC portable ou une mobilette, et quelqu'un arrive, il l'agresse, il prend son argent, et on a vu qu'il y a eu 2 meurtres à cause de cette plateforme. Et on revient au problème, c'est la confiance sociétale. Donc nous, notre ambition, c'est, à travers Oraqi, commencer par les services les plus utilisés. Donc dans notre démarche, j'aime bien dire qu'on est comme Airbnb. Il y a Oraqi.ma, si vous êtes une administration X, vous recevez du monde, vous ne voulez plus les voir. C'est simple, s'ils ont un dépôt de signature, vous signez électroniquement et ils peuvent envoyer à distance. Donc l'idée, c'est de gagner l'ensemble des services administratifs en mode PPP, c'est-à-dire démarcher les administrations, leur dire voilà, la plateforme est gratuite, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Une fois nous avons atteint un nombre critique d'utilisateurs dans la plateforme, on peut la convertir en marketplace. Et en marketplace qui permet à n'importe qui de faire des annonces, d'acheter et vendre des biens sans se soucier de l'aspect confiance. Pourquoi? Parce que le compte Oraqi a été activé par la commune. Il est lié à ma carte nationale, il y a un selfie de biométrie. Donc quelqu'un qui va faire une annonce ou essayer d'acheter quelque chose ne va pas prendre le risque de frauder. Il y a ça. Il y a aussi l'aspect rating. Il y a environ 3 millions de Marocains qui sont des cols bleus. Ces cols bleus, donc on va prendre l'exemple d'une femme de ménage. Aujourd'hui, chacun de nous, quand nous avons besoin d'une femme de ménage, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est on prend le téléphone et on appelle quelqu'un en qui on a confiance, qui appelle quelqu'un en qui il a confiance. Donc il y a ce circuit de confiance donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'adapter au mode de vie marocain. En fait, c'est de la disruption sans vraiment être disruptive. C'est respecter ce qui se passe au Maroc. Donc l'idée, c'est que, par exemple, moi, j'ai une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine. Si elle travaille que chez moi, peut-être que son revenu n'est pas bon parce qu'elle travaille que 2 fois par semaine. Donc l'idée, c'est que ce soit un jeune, un vigile, un gardien, un chauffeur, chaque fois que j'ai une interaction avec lui, on peut même évoluer ça sur les pros, sur les cols bleus, avocats, médecins. Et en fait, chaque fois que je fais une interaction, par exemple ma femme de ménage, si ça fait 2-3 mois qu'elle travaille avec moi, elle est propre, elle est honnête, je peux lui donner un rating. Okay? Et l'idée, c'est que par exemple, là je suis là, pendant cette conférence, j'aurais bien aimé avoir un jeune en qui je peux avoir confiance, lui donner la clé de ma voiture, pour qu'il l'emmène pour un vidange et un lavage, sans avoir à me soucier si je le connais, si je lui donne la clé, il va disparaître. Donc l'idée, c'est d'ouvrir Oraqi et dire, voilà, j'ai besoin de quelqu'un avec un permis, et de voir que cette personne a été ratée par 60 personnes,
et il est digne de confiance, donc je peux le pinguer de la plateforme, il va me faire la course et il va gagner des sous. Donc l'idée, c'est ces gens-là qui sont des cols bleus, comment on va augmenter leur volume de transactions. Parce qu'aujourd'hui, leur volume de transactions, il est basé sur le bouche à l'oreille. Et le bouche à l'oreille, il est assez limité. Ensuite, on peut en fait faire évoluer la plateforme en une plateforme de facturation. Donc aujourd'hui, on discute avec les DGI pour dire, voilà, aujourd'hui, si je loue chez Adnan, par exemple, Adnan a un appartement, il me le loue à 3000 dirhams par mois. Donc l'idée, c'est que... Il est tellement généreux, il peut te le louer gratuitement. Tu vas avoir l'appartement. Tu fais un prix, 3000, c'est trop. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans la réalité de la chose au Maroc, on fait quoi? Adnan et moi, si on n'est pas honnête, au lieu de faire 3 contrats de bail, on fait que 2. Et quand on est devant l'agent de la commune, il sait que c'est un contrat de bail. Légalement, il est obligé d'avoir un 3e qu'il doit envoyer au fisc. Sauf que, Adnan final khouad. Donc, on va emmener 2, on va lui filer un petit billet de 50 dirhams et il va oublier le 3e. Malheureusement, c'est ça la réalité. Okay? Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire pour le pays? Ça veut dire un chiffre étonnant de 52% des loyers de Casablanca ne payent pas d'impôt sur le loyer. Et ça, c'est énorme. Okay? Donc, l'idée, c'est de dire, au lieu que Adnan se déplace pour acheter le petit carnet de reçus, qui doit me donner chaque mois que je le paye, parce que quand même, entre nous, on fait la loi, mais avec l'État, on ne la fait pas. Okay? Donc, l'idée, c'est à travers Oraqi, chaque fois que je le paye, il m'envoie le reçu à travers Oraqi. L'idée aussi, c'est que Maroc Télécom, l'IDEC, en fait, tous mes paiements que je fais par mois soient capturés sur un système. Pour faire quoi? Pas pour devenir une plateforme de paiement, c'est pas ce qu'on aspire à être, mais pour capturer la data du comportement social du citoyen. C'est-à-dire, sur 3 ans, si je vois que Adnan paye le loyer, l'électricité, le téléphone, la traite du voiture, un crédit de consommation, j'arrive à dire, voilà quand est-ce qu'il reçoit la facture et quand il la voit, c'est une authentification biométrique, et voilà quand est-ce qu'il la paye. Et à travers ça, je vais avoir un historique du comportement financier de la personne. Donc là, je peux monter un scoring. En fait, comme les États-Unis, il y a 3 crédits bureaux qui ont commencé il y a 30 ans. Et ces gens-là, ils étaient mandatés par l'État pour aller chez les banques, voir combien tu touches, quand est-ce que tu payes tes factures. Si tu as un retard de paiement de facture sur le téléphone d'1 jour, dans 8 ans, ça va te rattraper quand tu vas acheter une maison. Donc le citoyen américain aujourd'hui, il est obligé de se comporter bien, d'une manière responsable avec ses factures. Donc l'idée, c'est c'est ça la démarche. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mimiquer ou singer les Américains dans leur approche et on a 30 ans de retard? Ou les Chinois, ou on va innover? Non, on ne veut pas être des Chinois. On est des Marocains. Donc l'idée, c'est on utilise le contexte actuel pour capter de la data. Comme ça, le jour où Adnan veut un crédit, et ça on le voit, Wafa Salaf, c'est un client à nous sur Algo. Pour donner un crédit de 10 000 dirhams, on demande un dossier comme ça et on tient une commission qui coûte à l'entreprise peut-être 12 000 dirhams pour étudier. Là, la fille vient de faire 18 ans il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 2 semaines. Ok, donc tu as une tête d'affiche, ok, on te garde chaud, ok. Donc là-bas. Ok. Alors, l'idée avec Baradi, donc Youssef, je t'en prie, Youssef. Voilà. Omar, ok. Donc Amrani, voilà, de la factory. Et Zoer d'ici. Merci. Ok, donc on a eu juste donc Rizlan Menchra, voilà, de la commission CGM, voilà, qui s'est excusé les retenues par une rencontre avec la Commission européenne, voilà, voilà, donc c'est venu à J-1, voilà. Donc Mehdi, donc à Alaoui, Omar, il est arrivé quoi, Mehdi? Ok, donc ok, mais bon, donc ça fait un petit moment que tu es directeur de l'Open Innovation, voilà, donc à la Scrindy, et comment dire, donc on t'a vu donc progresser bien sûr dans le Scrindy. Je pense que voilà, peut-être que tu en sais beaucoup plus que Mehdi Alaoui, à la limite c'est tant mieux, ok. Et puis donc on a donc avec nous donc Youssef Brady qui est déjà venu ici pour une conférence, et à l'époque tu étais directeur marketing stratégique, et donc aujourd'hui tu es
Je suis monté en grade. Voilà, donc on te Non, je porte suis directeur chance. général adjoint de Le Sœur Cristal. Voilà, donc dans un an, t'appelles et puis bon. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ok, donc là on a donc merci beaucoup à vous, voilà d'être parmi nous. Puis bien sûr, donc on a Zouhair d'ici. Alors juste donc Zouhair, voilà, c'est la première fois donc on se rencontre donc ici donc à l'ESCA. Donc je suis directeur général de Dial Technologies, spécialiste des technologies mobiles et digitales. Tu es ingénieur d'État, donc exécutif MBA, École nationale des ponts et chaussées. Tu as été ingénieur chef et leader chez Nokia. Si je nous dis ça, je disais tiens c'est intéressant donc à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il est expert auprès de Khalifa Fond, le World Summit Around GIST. Et puis tu es président de l'association Horizon Télécom et vice-président du Maroc Numérique Cluster. Okay. Donc voilà, donc bien sûr donc Youssouf Baradi, tu es dans un grand groupe donc corporate. C'est quoi le chiffre d'affaires de Le Sœur Cristal aujourd'hui? J'ai peur de blesser M. Horani, donc je vais m'abstenir. Mais c'est deux métiers différents. Donc on fait à peu près 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Combien? 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, donc bravo. Et voilà, donc DGA, bien sûr, ce sont des marques qui nous parlent tous, gérées depuis l'enfance. Le Sœur Cristal, Taous, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un large portefeuille, donc en fait, oui. c'est bien que tu parles de marque, parce que oui, bien sûr. On est orienté marque, oui. C'est très important pour nous. Donc il y a le Sœur, Cristal, Huilor, Taos, le Kef, le Hurra, Mabrouka, donc okay, que ce soit au Maroc donc, voilà. ou à l'export. Ok, très bien. Donc Youssef, tu vas nous apporter bien sûr donc ton regard, bien sûr, donc en tant que corporate d'une des plus grandes groupes donc d'agroalimentaire donc marocain sur l'open donc innovation. Donc l'idée aujourd'hui c'est de discuter donc des perspectives futures, c'est-à-dire voilà donc l'open innovation donc existe, donc on le sait donc maintenant. Comme on a pu le voir sur la table ronde précédente, donc ça crée de la valeur, donc c'est vraiment donc une réalité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se dessine dans une perspective future, okay? Et je commencerai avec toi, donc Youssef. Voilà, disons dans le groupe, comment est-ce que vous appréhendez donc l'open innovation, surtout dans un secteur clé qui est l'agro donc alimentaire au Maroc donc et en Afrique, peut-être même donc dans le monde. Comment est-ce que vous appréhender ce discours à propos de l'open innovation? Déjà, avant de commencer, je suis pas d'accord avec votre constat. Le constat que dire que l'open innovation existe et marche, je suis pas forcément convaincu. Je pense qu'on est encore dans une phase embryonnaire. Je pense que tout le monde se cherche. Il y a certains secteurs d'activité qui drivent, en tout cas, qui ont pris le lead sur ce sujet. D'autres qui sont un peu plus traditionnels dans leur approche. Et tous les écosystèmes n'ont pas la même maturité, en tout cas, en ce qui concerne l'open innovation. Je parle en tout cas du mien, en tout cas de celui d'où je viens. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux parcours dans ma vie qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est que j'ai commencé ma carrière chez Motorola, et ça parlait innovation, et ça parlait open innovation chaque jour. Ensuite, je suis passé dans un autre monde, qui est le monde industriel. Donc, qui est très simple, hein, c'est l'achat, le raffinage, le conditionnement d'huile de table. Point. Et on s'est rendu compte, effectivement, à cette époque-là, qu'on avait atteint un plafond de verre en termes de développement, et que c'était critique de commencer un cycle d'innovation et de l'entamer le plus rapidement possible. Le problème, c'est que quand vous ne l'avez pas fait depuis des années, et pour commencer du jour au lendemain, c'est compliqué. Vous n'avez pas les bonnes capacités, vous n'avez pas les bons process, vous n'avez pas, en termes de people, ce n'est pas des gens qui sont forcément orientés innovation, plutôt orientés industrie, process. Et donc, en fait, l'open innovation s'est imposé à nous. Comme on n'avait pas le temps, effectivement, de tout créer et d'avoir un cadre structuré, on s'est dit, très bien, on va aller s'adosser à des gens qui font déjà de l'open innovation. Donc, on a impliqué dès le départ des fournisseurs, on a impliqué dès le départ des centres de recherche, en disant, très bien, nous, voilà en tout cas notre vision, venez nous aider. Et donc, on s'est retrouvé très rapidement à avoir un agenda qui est plein d'Innovation Days. C'est-à-dire qu'on se déplaçait, on allait voir les gens. Les fournisseurs venaient nous voir en disant, voilà, vous devriez faire ça. Eux, ils sont contents parce qu'en fait, en innovant pour vous, ils développent votre business et donc forcément, leur business se développe. Et donc, ça s'est imposé à nous. Mais je dirais qu'on n'a pas encore atteint une maturité que j'avais vécue chez Motorola. Et je prends un exemple tout simple, c'est quelles sont les entreprises marocaines
qui financent des thèses dans des universités. Mais des thèses scientifiques, ça veut dire que on parle beaucoup d'investissement, de chiffre d'affaires en termes de R&D. Ça reste, pour moi, c'est de l'innovation simple, c'est-à-dire que c'est centré autour de l'entreprise et de l'écosystème. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je débarque dans une université, il y a un centre de recherche, il y a des universitaires qui sont payés, qui ont un salaire mensuel, qui ont les moyens d'avoir accès à la technologie, d'avoir les moyens d'accès à des labos d'essai, et qui développent en tout cas, qui font du développement du futur pour les entreprises et pour ces écosystèmes-là. Ça existe, mais c'est encore marginal. Ce n'est pas encore une culture qui est bien installée au Maroc, en tout cas. Tout à fait. C'est ma perspective. Maintenant, je ne sais pas si... Oui, merci. Non, merci, bien sûr. Donc, on a besoin d'entendre, bien sûr, donc, des choses complètement différentes. Et je dirais, comment dire, dans tous les cas de figure, okay, ce qu'il faut savoir, bien sûr, donc ici, donc, on parle d'open innovation, mais en aucun moment, l'open innovation n'est la panacée. Oui. C'est-à-dire que l'open innovation, c'est un paradigme pour innover, et la closed innovation, c'est aussi un paradigme pour innover. M. Hourani donc le disait, c'est-à-dire on ne peut pas aller, bien sûr, sur l'open innovation comme ça si la culture, bien sûr, ne la précède pas. Et d'ailleurs, on a donc Apple, qui est l'entreprise la plus innovante au monde, ne pratique pas l'open innovation comme on peut donc l'entendre. Bien sûr, il la pratique peut-être dans le développement, ok, des applications, mais ça s'arrête là. Donc maintenant... comment dire, est-ce que tout le monde doit aller vers l'open innovation? Alors, c'est la question, voilà, qu'il est possible donc de poser. Ok, Zoé, tu voudrais réagir? Donc, salam alaikum, Meda. C'est un plaisir d'être encore une fois dans une école, dans un lieu de savoir. C'est vraiment important, et c'est important que des gens du monde de l'entreprise viennent, et ça fait partie aussi de l'open innovation, viennent au niveau des universités, des écoles, etc., pour partager et pour échanger. Exactement. Et c'est un échange qui se fait dans les deux sens. Alors, par rapport à la question, en fait, moi je pense que, je rejoins un peu ce que dit ici Youssef, sur le fond, il faut juste dire qu'au Maroc, je vais être ma version pessimiste, on n'est ni open ni innovant, par nature. C'est peut-être un constat alarmiste, mais c'est un fait. En fait, la culture, bon, je vais juste parler rapidement de les cultures qui sont des cultures fondamentaux pour construire des environnements d'open innovation sont basées sur 4 ou 5 mindsets qui sont connus, qui sont l'ouverture, l'horizontalité, la circularité et l'incertitude, donc l'imprédictibilité. Ces 4 éléments aujourd'hui, quand on analyse la culture marocaine, quand on analyse le comportement au quotidien, ils ne sont pas forcément des caractéristiques fondamentales du Marocain, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, il y a des tentatives, effectivement. Ces tentatives ont le mérite d'exister. Si ça a un mérite, c'est aussi de faire évoluer ces mindsets, c'est-à-dire de permettre à ce qu'on sorte de ces paradigmes qui sont des paradigmes anciens. Tout à l'heure, Tariq Fadli parlait du trust, de la confiance. C'est vrai que fondamentalement, une société qui n'est pas basée sur la confiance, et quand je dis société, je parle de la société en entier, mais je parle aussi des petits cercles qui peuvent être l'entreprise, l'école, etc., ne peut pas développer des logiques d'ouverture. Parce qu'on ne peut être ouvert qu'à partir du moment où justement la confiance existe. Alors pour qu'il y ait la confiance, il y a 2 éléments fondamentaux qui, à mon sens, culturellement font défaut. C'est premièrement la garantie du risque, la possibilité de garantir le risque quand on prend des risques. Et ça, enfin, quand j'ai garanti des risques, c'est-à-dire aussi l'acceptation de l'erreur quelque part, le fait d'accepter qu'il y ait un risque et derrière le risque il peut y avoir une erreur. Et l'état de droit. Parce qu'on ne peut pas se faire confiance entre nous si derrière il n'y a pas une vraie logique où on sait que si quelqu'un n'est pas digne de cette confiance, il va être automatiquement sanctionné par la société de manière générale ou éventuellement par donc, bon, ça c'était juste pour parler du contexte particulier qui est, qui est le contexte marocain. Maintenant, pour parler de manière un peu plus générale, et peut-être là aussi je vais poser une question auquel j'ai aucune réponse. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par des modèles de copiage comme ce qui a été fait dans des pays industrialisés comme la Chine ou le Japon? C'est un modèle, hein. Je ne dis pas que c'est le seul modèle qui peut exister, mais c'est des modèles... Excuse-moi, Zoé, juste quand tu as lancé Dial Technologies, tu l'as lancé dans un contexte d'open innovation?
Alors, oui. Dia Technologies, c'était un concours de plusieurs personnes. Donc, on était 3 fondateurs. Et en fait, c'était un tour de table qui était innovant, dans le sens où il y avait effectivement un certain nombre de partenaires. On avait un partenaire industriel, on avait un partenaire technologique chinois. On avait des personnes physiques à l'international qui ont été dans le tour de table depuis le début. Et donc, en termes de, je vais pas dire que c'était de l'open innovation, mais c'était une société. Bon, on veut continuer à être une start-up, mais on existe depuis 20 ans. Donc, l'entreprise a été lancée par un tour de table qui était innovant. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que bon, les contraintes qu'on a eues, c'est que justement, on était peut-être trop tôt par rapport à un marché. Il y avait la contrainte. À ce moment-là, déjà, le terme start-up n'existait pas. Donc, on parlait d'El-Houinita. C'était un peu plus le terme qui caractérisait l'entreprise, la petite entreprise ou le petit commerce à ce moment-là. Le terme start-up n'existait pas. Le terme innovation non plus, ou en tout cas à une moindre mesure. À une moindre mesure dans un contexte marocain. Par contre, nous, on a fait appel à l'open innovation sur un certain nombre de volets. Donc, je vais juste prendre un exemple qu'on a lancé il y a à peu près 6 ou 7 ans. C'était le sujet de la reconnaissance vocale et de la synthèse en dialectal. En fait, on avait des clients et on avait une problématique au Maroc. On n'arrive pas à atteindre des clients qui sont analphabètes. Un analphabète au Maroc, on parle de 30% de la population, c'est quelqu'un qui est automatiquement exclu des services financiers, automatiquement exclu des services publics. Et on avait 2 clients, un dans le domaine étatique et un dans le domaine privé, qui avaient cette problématique. Et donc on a travaillé en Open Innovation avec l'université. Donc je rejoins un peu ce que disait Si Youssef. On pouvait le faire en interne avec de la R&D, etc. Mais on s'est dit, si on veut construire un modèle durable, on ne peut le faire qu'en faisant ça avec l'université. Donc on est parti voir un organisme qui s'appelle le Soft Centre, qui nous a mis en contact avec des chercheurs. Et donc on a financé de la recherche, des thèses pendant 2-3 ans. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un système qui permet de faire des assistants vocaux en dialectal. Et ce système, il est applicable pas uniquement au dialecte marocain, donc Darija ou amazérien, mais aussi à tous les dialectes africains. Parce qu'il prend en fait fondement sur la caractéristique unique qu'est un dialecte, qui n'est pas à la base une langue, mais qui a un certain nombre de caractéristiques d'une langue. Donc ce travail a été sélectionné il n'y a pas très longtemps par une banque de la place pour justement qu'il soit utilisé dans le cadre de l'interaction qu'a la banque avec ses clients potentiels. Donc pour répondre à la question, non, on n'a pas démarré dans un process d'open innovation, mais on utilise au quotidien le process d'open innovation en essayant de s'ouvrir sur un certain nombre d'acteurs, donc notamment universitaires et académiques, mais pas que, parce qu'on a travaillé aussi beaucoup avec des startups, avec une sorte d'écosystème. On ne peut parler d'open innovation qu'à partir du moment où on parle d'open enterprise, d'entreprise ouverte sur son environnement qui ne se limite pas à ses collaborateurs ou à son environnement direct. Et donc on essaie de pratiquer ça au quotidien, de fonctionner en réseau, de travailler avec des acteurs, des collaborateurs de différents types ou de différentes natures, universitaires, académiques, chercheurs, mais aussi start-upers, etc., pour pouvoir justement essayer de pérenniser un modèle d'innovation au Maroc. D'accord. Omar, oui, donc ça fait un petit moment, on va dire que donc à la Factory, on va dire c'est le cœur de votre métier aujourd'hui, ok. Et donc vous accompagnez donc beaucoup de grands groupes, donc corporate. Alors ça fait combien d'années maintenant? On va dire concrètement à peu près 2 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait pendant 2 ans et comment est-ce que vous voyez donc les perspectives futures, justement par rapport à des programmes donc d'open innovation qu'on peut vous demander? Voilà. Alors, tout d'abord, moi aussi, je tiens à te remercier pour l'invitation. Mehdi s'excuse parce qu'il a reçu. On constate aujourd'hui que l'open innovation, ça se fait aussi avec les institutions publiques. Donc, il reçoit des gens de la ville de Casa aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Mais effectivement, comme je suis avec Mehdi depuis le début, j'ai quand même une vision assez terrain de ce qui se passe vraiment au niveau de l'open innovation au Maroc. Parce que, comme tu l'as dit, on a été en contact avec pas mal de grands groupes. Et c'est très très difficile de répondre à la question de l'état de l'art, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, etc. Parce que en fait c'est très disparate. Tu trouves aujourd'hui des entreprises
qui veulent... Attends, Omar, est-ce que je peux juste citer les grands groupes justement que vous avez accompagnés? C'est possible, juste pour que Oui, on ait un petit peu une idée. c'est pas exhaustif, Oui. mais bon, Oui, on a commencé essentiellement par les institutions qui sont le plus concernées par la nécessité d'innover, donc les institutions financières, donc les banques comme CIH, comme Tijari, HPS effectivement, BNP Paribas, etc. Mais il y a eu aussi de l'intérêt pour la démarche de la part de quelques autres institutions comme l'OCP, comme l'IDEC. Voilà, donc c'est un peu les institutions bancaires qui ont commencé cette démarche. Okay. Et puis très rapidement, je pense qu'il y a eu un effet... Je crois que c'est un concours de circonstances, un effet médiatique, un effet du contexte international, des marchés qui sont de plus en plus disruptés, etc. Donc il y a eu dans l'inconscient collectif je crois une réalité qu'il fallait rentrer dans ce domaine-là. Le truc, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que des fois les entreprises ont conscience de ça, mais dans l'opérationnalisation de cette démarche, on a vraiment noté qu'il y avait des fois une difficulté énorme à le faire. Parce que quand on a pendant des années été habitué à faire de manière traditionnelle, on va dire, une activité, et puis du jour au lendemain on vous dit il faut changer tout ça, il faut aller en même temps continuer son business, ses activités, mais aller explorer d'autres façons de faire, d'autres business models, d'autres façons d'aborder le client, etc. C'est pas des choses des fois qui sont très faciles à s'accaparer rapidement. Parce qu'il y a une notion de temps qui est très importante. Et des fois, c'est compris par le top management, des fois un peu moins par les collaborateurs. Donc, c'est vraiment une démarche extrêmement complexe. Et moi, mon retour d'expérience, c'est que lorsque j'ai fait ces événements-là, qui ont souvent été des succès, mais le plus important, c'est pas de créer des programmes pour acculturer, ça c'est important, mais aussi pour déployer des solutions innovantes. Et ça, la difficulté, elle est là. Comment faire pour aller jusqu'au bout de la chaîne? Parce que pour déployer, il y a tout un process en termes d'agilité, en termes d'interaction entre les métiers et les startups, etc. Okay. Donc c'est très très complexe. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, on est vraiment au tout début, parce qu'il y a un gros travail à faire en termes d'acculturation, en termes de mindset, en termes de valeurs autour de l'open innovation comme la confiance, etc. Donc moi je pense que c'est une démarche qui est appelée à se développer. On n'a pas le choix, je pense que c'est un mouvement mondial. C'est même une nouvelle forme d'économie, je crois. Par contre, mais okay, ça va. D'accord. Vous nous dites voilà, l'acculturation, elle est plus ou moins donc là, mais c'est derrière, on va dire, donc la dimension opérationnelle et savoir donc des outputs où là on n'y est pas encore, c'est ça? En fait, c'est lié. C'est-à-dire, pour pouvoir déployer, il faut plus d'acculturation. D'accord. Voilà. Donc, je dirais pas que l'acculturation est là. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une conscience quelque part qu'il faut le faire. Mais l'acculturation, c'est vraiment maîtriser parfaitement tout ça, et ça prend du temps. Et même nous, on est en train d'apprendre, parce qu'en tant que structure d'accompagnement, ce sont des défis au quotidien pour vraiment passer d'une idée nouvelle qui a été exprimée par des collaborateurs de l'entreprise ou par des entrepreneurs ou des étudiants, passer de l'idée jusqu'à la réalisation du produit et le déploiement sur le marché. Il y a vraiment tout un défi à relever à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment une question de temps et de mobilisation générale de beaucoup d'acteurs.